Voilà, ben bonjour à tous et à toutes. Je crois que le premier message que je dois faire passer pour le secteur, c'est de remercier tous les producteurs pour leur travail pendant tout le confinement qui a continué à assurer l'approvisionnement de chacun et de chacune. C'était pas évident du tout, ni au niveau des entreprises laitières, ni au niveau des fermes. Il y a eu des gens qui ont eu le Covid, il y a des gens qui en sont morts, il y a des gens qui en ont souffert. Et malgré tout ça, il a fallu faire tourner la boutique, comme on dit tout simplement. Euh, Après ça, je vais simplement faire des petites remarques. Ce ne sera pas un résumé sur l'Assemblée générale de la CBL. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui ont eu l'occasion d'y participer. Certains n'ont peut-être pas tout capté parce que voilà, il y avait une partie évidemment en néerlandais, il n'y a pas de traduction. Mais enfin, soit. Quelques petits points simplement. Donc, ce n'est pas le but de faire un résumé, c'est quelques points qui m'ont frappé. Euh, D'abord, au niveau des deux ministres, donc le ministre Borsus est voulu plus rassurant et protecteur pour le secteur, comme je l'ai senti. Tout juste, il n'a pas dit, je ne sais même pas s'il n'a pas dit vraiment, nous, on n'a pas tous ces problèmes-là. Donc, la ministre flamande, elle est un peu plus inquiète sur l'évolution des choses de la Flandre au niveau de l'environnement, etc. Et elle a laissé sous-entendre que, par exemple, les permis d'environnement seraient bientôt à renouveler. Et voilà, trois petits points. Mais il y a beaucoup de changements qui sont à l'horizon et qui se passent tous les jours. J'ai vraiment l'impression que ça devient un métier beaucoup plus dangereux et risqué qu'il y a quelques années à tous les points de vue, tellement les changements sont importants. On reprend toujours l'exemple des voitures. Du jour au lendemain, on dit aux usines, ben voilà, maintenant vous fermez, vous faites des moteurs électriques. Et donc, dans la production laitière, il y aura des changements aussi très importants et ils sont difficiles aussi au niveau de la CBL, que ce soit avec le Brexit ou aujourd'hui les problèmes avec la Chine. Il suffit qu'un député fasse une petite remarque sur les Chinois, ben le lendemain, on menace de bloquer le commerce avec les Chinois. Donc tout ça n'est pas gagné d'avance et on dépend quand même beaucoup du commerce international. Je disais à une stagiaire pas plus tard qu'hier ou avant-hier, tu peux le noter dans ton rapport, j'ai eu une bonne journée parce que j'ai vendu un litre de lait en vente directe. Ah, et il vous en reste combien à vendre? Alors elle a demandé là-dessus. Je dis, ben, le reste, enfin, soit tout ça pour la petite histoire. Et donc, sinon, au niveau de la CBL, donc, c'était une très belle organisation de Renard de Berck. Évidemment, il l'a fait avec ceux qui savaient, puisqu'on était en confinement, encore si je peux le dire, et on n'a pas su le faire en présentiel. Et donc, la production, mais le principal, c'est qu'on ait su assurer les débouchés pendant tout ce temps-là. Je crois que c'est qu'on a sauvé la situation et les chiffres, ben voilà, ils sont ce qu'ils sont, ils restent bons quelque part. La ministre Flamande a insisté aussi ou a cité l'exemple du bio qui se développe plus en Wallonie, mais elle disait qu'il ne fallait pas trop le pousser, que sinon on risquait à un terme d'avoir un manque de production et que finalement ça viendrait de l'étranger si les deux n'évoluent pas en phase. Je crois que j'ai à peu près fait le tour, et donc on peut passer à la validation de l'ordre du jour. Tu me cèdes la parole ou, Oui, oui, je cède la parole à Catherine ou bien tu qui le va fais? assurer la suite. D'accord. Ok, donc dans l'ordre du jour, donc, on va faire directement la validation du procès verbal. Donc, j'ai reçu aucune remarque. C'était l'assemblée du 12 novembre 2020. Donc, pour moi, vu qu'il n'y a pas de remarque, ce procès verbal est validé. Donc, voilà, sauf contre-ordre. Les points sur l'AG de la CBL, Marc vient de le faire. Je vais faire rapidement quelques points d'information sur les dossiers en cours. Et puis, nous passerons à la présentation d'Anne-Catherine Dalgue, donc sur la ferme laitière idéale de demain, avec voilà sa thèse de doctorat, mais qu'elle explique très bien sur la vie des producteurs laitiers wallons.
et on terminera par une séance de questions-réponses et éventuellement des divers s'il y en a. Donc voilà, au niveau des points, d'avancement, sur les dossiers en cours, donc enfin, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais on a rédigé pour chaque secteur un plan stratégique de développement. Dans le secteur laitier, avec vraiment l'objectif d'améliorer le revenu des producteurs. Dans ce plan de développement, il y a 10 actions qui ont été mises en place et beaucoup, comme, vous le voyez, sont en collaboration ou sont pilotées, par exemple, comme le premier, la disponibilité des données est piloté par, donc le SPW, donc l'ADAEA, avec une collaboration du Collège des producteurs, mais beaucoup sont pilotés. De même, la recherche est pilotée par le CRA, et cetera, avec des collaborations, souvent le collège des producteurs qui joue son rôle d'avis. Donc par exemple, comme pour la recherche, avis sur les priorités de la recherche sur base d'une enquête qu'on avait réalisée auprès de vous les producteurs déjà en 2018. Alors ce que j'aimerais, il y a 3 actions dont j'aimerais parler un peu plus longuement. Donc c'est ce qui concerne la facilitation de la création de filières industrielles rémunératrice, la création de filières en circuit court et alors, ce qui est le renforcement de l'information citoyen, parce que c'est 3 actions dans lesquelles le Collège des producteurs est, particulièrement impliqué. Donc en ce qui concerne, la création des filières industrielles, donc on avait comme résultat attendu pour 2021, donc tout ça c'est défini dans le plan de développement et c'est défini également en concertation avec la commission, filière lait du Collège des producteurs. Donc on avait défini qu'on souhaitait une augmentation de 30 millions de litres de lait par an qui rentrent dans ces filières et puis on souhaitait aussi, renforcer, le fonctionnement des OP, donc des organisations de producteurs qui sont, très peu développées finalement en Wallonie. Alors justement à ce propos, on a, fait mener une étude, durant le premier trimestre 2021 par, l'Institut Citra, donc de l'UCL, qui a rendu toute une série de conclusions et aussi proposé des mesures opérationnelles. Donc on a établi un plan d'action, mais qui sera validé à la réunion du collège des producteurs qui aura lieu mardi prochain. Donc j'espère que lors de la prochaine assemblée, sectorielle, on pourra en parler un peu plus longuement. Alors autre, point, important, action importante, c'est celle concernant les circuits courts et la transformation à la ferme. Donc là, c'est vraiment en collaboration avec, Diversifermes. Il y a 2 actions. On veut d'une part faciliter la création de filières en circuit court en ayant une augmentation, des quantités de lait transformé en circuit court de 2,5 millions de litres par an et à côté de ça, on s'est rendu compte qu'il faut vraiment un encadrement de qualité au niveau de la technologie, et de la transformation fermière, quoi. Donc, au niveau des activités, beh, durant ce premier semestre 2021, avec Diversifermes et Accueil Champêtre Wallonie, essentiellement, on s'est réunis en groupe de travail pour bien définir, bon, quels étaient les bénéficiaires. Donc ce sont les fermiers qui transforment à la ferme et les artisans qui achètent, du lait directement à la ferme. Donc on s'adresse qu'à cela dans le cadre des circuits courts. On a défini toute une série donc de difficultés, essayer de voir quelles solutions on pouvait, y trouver et donc on a acté que d'ici fin 2001, on ferait vraiment un état des lieux des bénéficiaires actuels et dans le courant de 2022, donc l'Observatoire de la diversification d'Accueil Champêtre Wallonie, créerait un référentiel des coûts moyens par type de produits laitiers pour aider les producteurs transformateurs à, fixer leur prix aux consommateurs. À côté de ça, on a eu l'occasion aussi dans le cadre du programme Get Up Wallonia, qui est un des programmes de relance, de la Wallonie, de rentrer un projet qui est vraiment axé sur,
la formation des producteurs transformateurs au niveau de la qualité du lait et comment, utiliser cette qualité pour favoriser, créer des fromages typiques. Parce qu'en fait, selon les enquêtes qu'on a fait auprès des crémiers, ce qui manque un peu au fromage wallon, c'est d'avoir une certaine typicité en fonction de chaque ferme et de chaque terroir. Et ce projet, donc propose également un suivi vraiment plus personnalisé, des producteurs qui se sont lancés dans cette transformation à la ferme. Donc ça, c'est un projet qui a été rendu, mais bon, bien sûr, on ne sait pas encore, comment il va être financé, si il va être financé plutôt, s'il va être retenu et à quelle hauteur aussi, du budget. Alors la troisième action dont je voulais vous parler parce que en fait, les agriculteurs posent souvent des questions là-dessus, c'est comment, informer les citoyens. Je sais que c'est un grand point de questionnement. Donc, il y a déjà quelques années, on avait créé la cellule info lait qui est devenue Cellagri, donc cellule info agriculture et qui concerne maintenant tous les secteurs, agricoles et on continue donc il y a un site internet, on continue à mettre, du contenu sur ce site internet, d'une part. D'autre part, on communique par une newsletter, vis-à-vis, de la presse. D'ailleurs, je pense enfin, les scientifiques et les éleveurs qui se sont inscrits à cette newsletter la reçoivent aussi. Et donc finalement, on a quand même une base d'une bonne cinquantaine de journalistes, qui interagissent avec la chargée de communication, donc plus ou moins régulièrement sur l'année. Donc voilà, c'est le moyen de communiquer vers le citoyen. Hem, donc pour 2021, donc il y a 2 dossiers vraiment spécifiques au lait qui sont prévus. Donc pour rédiger les dossiers, beh, je rappelle, bon, il y a tout un aspect, vraiment de validation par les scientifiques qui sont concernés par la thématique. Et puis on souhaitait également faire 2 vidéos d'éleveurs laitiers. Donc ça, je n'ai pas encore, lancé la réalisation. Donc, mais durant le premier trimestre, on a finalement publié le dossier assez important et assez complexe sur l'élevage et les émissions des gaz à effet de serre. On a fait aussi un communiqué de presse sur la durabilité, de la filière laitière wallonne et alors il y a un dossier qui est en cours de validation justement, par les experts, comme on dit, sur les impacts positifs des prairies. Par contre, comme je l'ai dit, beh, les vidéos, donc on n'a pas encore on en a sur notre site, hein, si ça vous dit d'aller voir et je vous conseille vraiment d'aller voir le site pour avoir des idées de ce qu'on fait et aussi des idées, heu, d'informations que vous pouvez peut-être communiquer à vos voisins ou à des gens qui viennent vous poser des questions. Mais pour revenir aux vidéos, donc celles qu'on a prévues cette année, j'ai pas encore eu de contact avec, des éleveurs. Donc voilà, si parmi vous, il y en a qui sont intéressés de faire une petite vidéo, heu, il faut pas hésiter à me contacter. J'avais aussi envie de faire, un petit récapitulatif de ce qu'on a déjà fait sur C'est la grille pour le secteur laitier. Donc, il y a eu donc, 2 nouveaux dossiers, donc ça c'est pour 2020. Il y a eu 2 nouveaux dossiers, le nourrissage en prairie, qui est un peu une réponse par rapport, au fait, bon, que les gens déjà jettent leurs déchets quand ils se promenent, que certains, ça c'est plutôt parfois des voisins, mettent certains détritus, parfois pensant bien faire, dans les prairies et cetera. Donc c'est un peu une réponse, quelques conseils pour les promeneurs. Un dossier également sur l'antibiorésistance. Puis il y a 4 dossiers qui ont été mis à jour, des dossiers plus anciens, donc tout ce qui est nutrition et santé humaine, alimentation des bovins, séparation veau-mère et tout ce qui concerne la gestion de la qualité, de la traçabilité des produits laitiers. Et puis en 2020, on a également, hem rédiger un CELAGRIMAC, puisqu'on n'a pas pu faire de réunion, en présentiel, qui est à la fois un rapport d'activité et un relais de point de vue de certains experts, mais sur la thématique du lien entre l'alimentation, donc l'alimentation, l'agriculture, heu, quel lien les consommateurs font entre ces 2 pôles.
Et puis alors, pour info, on a aussi ce que j'appelle des dossiers confidentiels, donc qui ne sont pas sur le site, mais pour lequel des thématiques pour lesquelles on a rassemblé pas mal d'informations. Donc, on a tout un dossier sur l'engraissement des veaux laitiers et également sur l'écornage. Et donc, voilà, si vous avez des questions à ces sujets, voilà, nous, on est disponible, on a des informations, des chiffres sur ces thématiques-là. Donc voilà, donc ça, c'est ce qui se rapporte au plan de développement. Donc c'est un plan de développement, je ne sais pas si je l'ai dit, à 10 ans, donc d'ici 2030. Donc on va régulièrement adapter les actions et suivre. C'est vraiment une feuille de route pour les années futures. Mais à côté de ça, le Collège des producteurs a également d'autres projets. Alors, le tout dernier en date, qui est une collaboration, le Collège des producteurs participe à un projet d'adaptation des règles AFSCA au circuit court. Et donc, justement, on est occupé à faire un recensement des cas. Et il y aura également une enquête auprès des producteurs durant les mois de juillet et août. Donc voilà, j'attire votre attention là-dessus. Si vous avez des problèmes avec l'AFSCA, vous pouvez de nouveau m'envoyer un mail. Et donc, moi, je le recense et puis je le transmets à la personne qui est chargée de ce dossier. Et puis, être attentif aussi à l'enquête qui aura lieu pendant les vacances. Ou sinon, il y a l'Observatoire des filières qui publie sur Facebook pour le tout public. Enfin, là, j'ai repris que la partie bovin laitier, mais qui produit comme ça des infographies de manière plus ou moins mensuelle avec les chiffres des différents secteurs. Il y a toujours les dossiers prix juste aux producteurs. Donc, il y a le site internet et ça augmente petit à petit. Donc, il y a 70 producteurs qui sont labellisés et 12 producteurs de produits laitiers. Puis, il y a le site de vente d'animaux de rang, donc Easy Agri. Donc, j'ai été voir encore ce matin, donc effectivement, il n'y a pas beaucoup de producteurs laitiers parce que c'est vrai que c'est peut-être pas l'habitude de passer par un site de vente au niveau des animaux. Mais bon, ça pourrait être intéressant. Voilà, le site est là. Il y a quand même 3000 producteurs qui sont inscrits, qui sont inscrits sur le site et environ 40 annonces par jour, quoi. Et alors, ne pas oublier, on a un point d'information pour les professionnels qui est Filagri, donc toujours sous forme de site internet, où vous avez repris toute une série d'événements et d'autres informations, parfois des dossiers plus de fond, ou bien par exemple quand on va faire une visite ou on assiste à une conférence, des résumés et des informations à ce sujet. Donc voilà. J'ai fini pour ce point, je me rends compte, assez rapide sur les dossiers en cours. Je ne sais pas s'il y a des questions, si Marc, tu veux intervenir à ce sujet ou voilà, ou s'il y a d'autres personnes qui ont des questions sur cette partie. Ça a été assez clair, hein, mais s'il y a des questions, évidemment, c'est le moment. Sinon, on passe au point suivant. Ouais. Donc, le point suivant, c'est la présentation. Donc, on a un peu dépassé déjà le timing, mais ce n'est pas de souci. Donc, la présentation d'Anne-Catherine, que je ne vois plus d'ailleurs. Mais... Ici. Voilà. Donc, tu vas partager, j'imagine, ta présentation. Oui. Donc, je vais quitter mon partage d'écran. Voilà. Voilà, et je te laisse la place. Alors. Voilà, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui, pour moi, c'est Oui. bien, oui. Parfait. Alors, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureuse de pouvoir venir présenter ma thèse de doctorat à cette assemblée. Cette thèse est destinée à tout le secteur laitier, les agriculteurs, les acteurs du secteur, les organismes de conseil, etc. Donc voilà, je suis très contente de pouvoir venir vous le présenter. Donc c'est ma thèse que j'ai présentée, défendue le 30 septembre 2020. Donc je vais quand même me présenter avant de commencer la présentation. Donc moi je suis fille d'agriculteur laitier, viandeux, mais aussi grande culture dans la région de Jodogne. Je suis la voisine de Marc.
Donc, j'ai fait des études de bio-ingénieur et puis j'ai eu l'opportunité de faire une thèse de doctorat dans le secteur laitier. Comme c'est ce que j'aime beaucoup les vaches, j'aime beaucoup ma campagne. J'y suis allée, j'ai fait ma thèse de doctorat et j'ai en fait cherché à montrer ce que les producteurs laitiers pensent. Qu'est-ce qui finalement est le porte-parole de tout un secteur, des agriculteurs, des producteurs laitiers, parce que souvent on dit beaucoup de choses, mais on ne va pas écouter les principaux intéressés. Donc voilà, je vais vous présenter ma thèse, qui est une caractérisation de la diversité des stratégies conçues par les producteurs laitiers wallons, à la fois les déterminants socio-économiques de ces stratégies, qu'est-ce qui a déterminé que des stratégies sont apparues dans la tête des producteurs laitiers, et aussi la dynamique de ces adaptations face aux enjeux passés, présents, mais également futurs. Alors, qu'est-ce qui m'a amené à réaliser cette thèse de doctorat? Eh bien, c'est d'abord je vais reposer des choses finalement assez simples, mais c'est bon de les reposer une fois. Et ça va amener à mais pourquoi finalement je me suis focalisée sur cette question de recherche. Alors, tout d'abord, l'importance de l'agriculture, parce que finalement, l'agriculture est fortement décriée. Les plus extrémistes diraient bien, on n'a pas besoin d'agriculture, il faut laisser les ressources naturelles comme ça se développer et aller chercher à manger là où il y en a, comme dans la préhistoire. Mais est-ce que ça pourrait marcher? Eh bien, sachez que sans agriculture, la sécurité alimentaire ne sera assurée que pour 600 millions de personnes, c'est-à-dire 8% de la population mondiale. Donc, on a besoin d'agriculture, on a besoin de gérer les ressources naturelles pour pouvoir nourrir tout le monde. On ne peut pas juste courir dans la forêt, je veux dire. Donc, on a besoin d'agriculture et on a besoin d'une agriculture sur le territoire, parce que ça aussi, certains pourraient dire, oui, mais ici, on fait de l'industrie, mais l'agriculture, ça coûte beaucoup moins cher de la faire ailleurs, il y a beaucoup plus d'espace ailleurs. Pas besoin d'agriculture ici, on va tout importer à bas prix, ce qui vient d'ailleurs. Eh bien non, il y a une grande importance de l'agriculture sur chaque territoire. Et ça, je l'ai étudié grâce aux services écosystémiques. Alors, c'est quoi les services écosystémiques? Pour faire rapide, eh bien, c'est tous les services que les écosystèmes rendent au bien-être humain. Alors, l'agriculture, qu'est-ce qu'elle rend comme service principal? La production de nourriture, c'est avant tout pour nourrir les personnes, mais ce service va contribuer, va rendre des services à différentes parties de la population. D'abord, les citoyens qui vont avoir à manger grâce à ça, les agriculteurs qui vont gagner un revenu de leur activité, même si on est bien d'accord, il n'est pas assez valorisé, l'activité n'est pas assez valorisée. Cela va créer de la richesse pour l'État. Alors, c'est vrai que la partie agriculture, sylviculture, pêche, c'est moins d'1% du PIB belge. Mais il ne faut pas oublier l'effet boule de neige. L'agriculture, ça génère des actions en amont, des assurances, des producteurs d'aliments, etc. Et aussi plein d'activités en aval. Tout le secteur de la distribution, de la transformation de la distribution dépend fortement de l'agriculture. Et ça, c'est un grand pourcentage du PIB. Et ensuite, ça génère un certain nombre d'activités qui se répercutent après dans le PIB. Alors, donc, le service principal, c'est la production de nourriture, mais les services écosystémiques permettent de se rendre compte, cette manière d'approcher la réalité, permettent de se rendre compte qu'un service s'accompagne d'un autre. Donc, pendant qu'on produit de la nourriture, on génère quand même, on crée, on entretient un magnifique paysage dans notre pays. On crée un environnement agréable à évoluer, vivre à la campagne, même si certains peuvent le décrier, on voit quand même que beaucoup de gens maintenant cherchent à vivre à la campagne. L'agriculture, lorsque ce sont les bons itinéraires techniques, permet de lutter contre l'érosion des sols. Une terre agricole pompe mieux l'eau que du béton, c'est certain. Et finalement, cela permet de fixer des éléments nutritifs. Par exemple, toute la question du carbone, on sait que l'agriculture peut stocker du carbone et donc qu'elle est très importante. Donc, on ne peut pas dire on enlève l'agriculture d'un territoire. On doit la garder sur le territoire. Donc, on a besoin d'agriculture, on en a besoin sur le territoire, mais les personnes qui réalisent l'agriculture, les producteurs agricoles, ils sont en danger. On est dans un secteur en danger. En effet, ici, je vous remets le ciseau des prix. Alors, c'est quoi le ciseau des prix? Ici, on a l'évolution des prix payés des intrants en rouge et ici, le prix reçu pour les productions. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est que sur les 20 dernières années, eh bien, les prix payés aux intrants n'ont fait qu'augmenter alors que les prix reçus
ont diminué. C'est le phénomène de ciseaux des prix. Donc forcément, face à cette situation, le revenu ne peut être que touché par ça, ne peut être que diminué, parce que la terre, les matériels, les intrants augmentent, le prix du lait ne suit pas cette même augmentation. Donc, sans danger. De plus, vous le savez, en production laitière, il y a eu un grand changement politique il y a 6 ans maintenant, en 2015, un grand tremblement de terre laitier. Ça a été la fin du système des quotas. Alors, bref rappel. Donc, au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, les gens ont faim. On met en place une politique agricole forte, la politique agricole commune. On arrive en effet à développer le secteur agricole, à avoir une surabondance de production, mais on a même une surabondance. On met en place le système de quotas laitiers. Donc, on apprend à vivre avec ce système de quotas laitiers, avec une limitation de la production. Et puis, en 2015, bon, ça avait été annoncé quelques années avant, on arrête ce système de quotas laitiers. Donc, ça a été quelque chose qui a fortement, je ne dirais pas bouleversé, mais ça a impacté le secteur agricole laitier. Et aussi, le secteur agricole est face à de nouveaux enjeux. On en parlait juste avant. On a tous des enjeux sociaux, des citoyens qui sont de plus en plus intéressés par ce qu'ils mangent, par l'agriculture, par comment elle impacte leur environnement. En effet, un autre enjeu, c'est l'enjeu environnemental. Il faut savoir que la Terre est en train de vivre un changement climatique et que donc il faut apporter des solutions à cela. Alors, face à ce danger, à ces nouveaux enjeux, à cette fin des quotas qui a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça et qui a eu des conséquences sur le secteur agricole, et comment l'agriculture doit évoluer et comment la production laitière doit évoluer. Alors, quand on demande au monde scientifique, le moins qu'on puisse dire, c'est que les avis sont très partagés. Alors, il y a de ceux qui disent qu'on va répondre à tous ces enjeux en ayant une ferme hyper automatisée avec énormément de capteurs, énormément de technologies. Il y a d'autres qui disent, mais non, il faut justement rester très proche des ressources naturelles, peu les contrôler. Et puis, il y a de ceux qui disent qu'il faut construire des immenses étables, comme ça on peut répartir des coûts sur une plus grande production laitière, et c'est ce qui permet de s'en sortir par rapport à un ciseau des prix qui s'accentue d'année en année. Et moi, je me suis fait la réflexion en lisant tout ce qu'on disait dans la presse, etc., tout ce que les scientifiques disaient, mais finalement, le producteur laitier, lui, qu'est-ce qu'il pense dans le secteur agricole, parmi les producteurs laitiers, qu'est-ce qui se dit, qu'est-ce qui se pense dans le secteur agricole, le point de vue des producteurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à réaliser ma thèse, à poser mon analyse. Alors, quels étaient donc les objectifs de ma thèse? Eh bien, c'était donc de savoir quelles étaient les stratégies envisagées par les producteurs laitiers dans le contexte actuel, face à tous les enjeux, les problèmes qui sont rencontrés, tous les challenges auxquels il faut faire face. Je voulais également savoir, qu'est-ce qui provoque toutes ces stratégies? Qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à la conclusion, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça? Et finalement, j'ai un peu étudié quelques éléments de durabilité. Donc, toutes ces stratégies, est-ce qu'elles sont plus ou moins durables? Alors, je l'ai fait, comme je vous l'ai dit, à partir de données du terrain, parce que je voulais savoir ce que les producteurs laitiers pensaient. Donc, je l'ai fait à partir de la base de données technico-économique d'Eleveo. Donc, c'est plus ou moins 400 troupeaux laitiers dont on prend des résultats économiques, des paramètres de gestion de troupeaux, des variables d'alimentation sur donc 400 troupeaux de 2007 à 2017. Donc, c'est des données prises sur les exploitations. Mais également, j'ai pris les données d'enquête. Alors, une enquête réalisée en 2014-2015 auprès de 245 producteurs par le Carrefour des productions animales. Et alors, cette enquête a été répétée 5 ans après, donc l'année passée, 235 réponses pour vraiment voir, tiens, après 5 ans de quotas, comment maintenant les producteurs réfléchissent, comment leurs stratégies ont évolué. Et alors, j'ai eu la chance d'aller poser ces questions à des producteurs québécois, 62 producteurs québécois, parce qu'on le sait, on en parlera après, ils ne sont pas dans le même système politique et économique. Voilà, alors, de nombreuses données, je peux vous le dire, de nombreuses analyses. Allons-y pour découvrir tous les résultats de la thèse. Alors, donc, au niveau des stratégies, donc, qu'est-ce qu'il y a dans la tête des producteurs, mais d'abord dans un passé proche. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment les producteurs laitiers ont réfléchi l'évolution de leur exploitation agricole? Alors, dans le passé proche, ce que j'ai étudié, c'est l'intensification, parce qu'on parle beaucoup d'intensification de l'agriculture, mais je me suis dit, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que les producteurs ont beaucoup, peu intensifié? Alors, le premier problème, c'est qu'est-ce que c'est l'intensification? C'est un terme un peu galvaudé, on met un peu tout là-dedans. Il y en a intensifié, c'est ça, et il y en a, c'est 2 fois plus. Alors,
pour un peu objectiver la question, eh bien, intensifier, c'est quoi? Eh bien, sur tout ce qui est alimentation, c'est par exemple mettre des engrais, mettre du maïs en silage, rajouter des concentrés, travailler avec beaucoup d'herbes ensilées. Donc, je me suis basée sur un certain nombre de variables alimentation. J'ai également utilisé toutes des données sur le pourcentage de prairies qui est pâturé. Donc, le pourcentage dans le parcellaire qui est dédié à des prairies pour être pâturé. Et donc, à partir de toutes ces variables d'alimentation, pour étudier l'intensification, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai essayé de créer un index d'intensification. Et donc, un index d'intensification, c'est finalement créer une super variable qui est le reflet de toutes ces variables, qui permet de synthétiser toutes ces variables d'alimentation. Et donc, j'ai pu en créer un. Donc, il est ici. Et donc, quand les producteurs laitiers avaient un faible index d'intensification, ça veut dire qu'ils avaient plutôt tendance à avoir un grand pourcentage de prairies pâturées dans leur parcellaire. Et alors, plus on se dirige vers la droite de cet index d'intensification, plus ce sont des producteurs laitiers qui mettent du maïs pour l'ensilage, qui ont une grande part d'herbes ensilées dans leur parcellaire, qui mettent beaucoup d'engrais et qui mettent beaucoup de concentrés. Donc voilà, maintenant j'ai un outil pour mesurer l'intensification sur les fermes. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit cet outil? Donc, n'ayez pas peur, on pourrait avoir peur de ce graphique, mais dites-vous juste que pour chaque producteur, donc les 400 troupeaux, pour chaque producteur, j'ai regardé son niveau d'intensification chaque année et j'ai regardé pour chaque producteur comment ça évoluait. Et j'ai pu observer que pour 27% des producteurs, ce niveau d'intensification est constant au cours du temps. Donc, sur 10 ans, un quart des producteurs n'ont pas changé leur niveau d'intensification. Donc, pour ceux qui diraient on intensifie, un quart de la population n'a pas intensifié. Pour 8% des producteurs, on a une augmentation continue de l'intensification. Donc, c'est vrai, en effet, 8% des producteurs ont intensifié de manière continue. Et ensuite, pour 24% des producteurs, donc un quart des producteurs également, on a une augmentation de l'intensification jusqu'à 2012, et puis on arrive à un palier, et puis on diminue. Donc, il semble que 2012 a eu un effet sur l'intensification, la réflexion sur l'intensification dans les fermes. Il faut se rappeler que 2012, c'est une année de crise laitière. Alors, le prix n'était pas aussi bas qu'en 2009, mais c'est une année où il y a une augmentation du prix des intrants assez importante. Donc, il faut croire que ça a provoqué un changement dans l'idée des producteurs laitiers. Donc, voilà pour la stratégie d'intensification. Donc, finalement, une intensification pas si marquée dans le secteur, constante pour un quart des producteurs, et même une diminution pour certains, pour un quart des producteurs après des... Alors ça, c'était pour les stratégies dans un passé proche. Alors, lorsqu'on questionnait les producteurs sur mais qu'est-ce que vous allez faire dans 5 ans, donc dans un futur proche, qu'est-ce qui est prévu? Par rapport à l'évolution du volume produit, eh bien, en 2014-2015, presque 40% des producteurs allaient augmenter leur production. Donc, presque 4 producteurs sur 10 disaient « moi, je vais augmenter » à la fin des quotas laitiers. En 2020, cela passe à 25%. Donc, on a quand même une fameuse diminution des intentions d'augmentation de production. Ensuite, par rapport à des stratégies un peu alternatives, la valorisation alternative. Alors, valorisation alternative, ça reprend toutes les manières de valoriser différemment que vendre à la laiterie à un prix du lait standard. Donc, c'est tout ce qui est bio, mais également aller vers d'autres filières, se regrouper, etc. Donc, la valorisation alternative, c'était seulement choisi dans les 5 ans par seulement 10% de producteurs. Et la diversification des activités, donc simplement faire une autre activité à côté de la production laitière, c'était seulement choisi par 8% des producteurs laitiers. Donc voilà au niveau des stratégies conçues dans un futur proche. C'était en 2014-2015 quand même une grande volonté dans le secteur d'augmenter. Ça diminue 5 ans après. Et tout ce qui est stratégie alternative, pas tellement plébiscité par le secteur. Alors, au niveau maintenant du futur idéal. Donc, il y avait également des questions dans cette enquête, mais tiens, si vous n'aviez pas de contraintes, si vous pouviez prendre une baguette magique et faire la ferme idéale, selon vous, ce serait quoi? Et donc, peut-être que finalement, c'est ce qui va apparaître à long terme, parce qu'on va vers son idéal, mais on est bloqué par des contraintes quand on fait ces choix. Donc, quel est le futur idéal? Alors, donc, il y avait 7 questions pour essayer de décrire la ferme idéale du futur. Alors, est-ce que la ferme idéale du futur, elle est intensive ou extensive? Est-ce qu'elle est spécialisée ou diversifiée?
fortement ou faiblement basé sur les nouvelles technologies, géré par des managers ou un agriculteur indépendant. La main-d'œuvre est-elle salariale ou familiale? Est-ce que c'est pour un marché global ou un marché local? Est-ce que c'est pour faire une production de lait standard ou un lait de qualité différenciée? Et il y avait toujours la possibilité de ne pas avoir d'opinion. Donc, on choisissait soit intensif, extensif ou pas d'opinion, spécialisé, diversifié ou pas d'opinion. Et donc, des réponses très courtes qui ont permis, en fait, de se rendre compte de la ferme idéale du futur pour les producteurs laitiers. Voilà. Alors, donc, je pouvais savoir, mais tiens, tel pourcentage veut de l'intensif, tel pourcentage veut de l'extensif. Mais je voulais voir aussi, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des modèles de ferme qui ressortent, des caractéristiques qui se rassemblent et qui finalement créent, plutôt que d'avoir des réponses pour 7 questions différentes, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des tendances plus générales qui ressortent? Donc, j'ai fait une analyse statistique, une autre, et cette analyse statistique, elle rapproche des caractéristiques s'il y a beaucoup de producteurs qui ont répondu simultanément en même temps. Donc, s'il y a beaucoup de producteurs qui ont répondu en même temps intensif et spécialisé, eh bien, ces deux caractéristiques sont rapprochées sur ce graphique. Alors, qu'est-ce que j'ai pu voir? Eh bien, d'abord qu'il y avait toutes les modalités sans opinion se rapprochent. Donc, il y a vraiment un groupement de producteurs qui avaient de l'opinion sur rien. Ils sont vraiment indécis, ils ne se positionnent pas. Voilà, ça, c'est tous les producteurs qui sont ici. Ensuite, qu'est-ce que j'ai observé? Eh bien, j'ai vraiment observé une gradation entre les modalités le long de cette dimension 2 de mon analyse statistique. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, en fait, j'ai un rapprochement des caractéristiques marché global, lait de qualité standard, main-d'œuvre salariale, intensif, spécialisé, fortement basé sur les nouvelles technologies. Donc, il semble que c'est un modèle de ferme qui ressort. Et puis, plus je descends le long de ce gradient, eh bien, plus je vais, donc je passe par main-d'œuvre familiale, management par l'agriculteur indépendant, management par l'agriculteur, puis je vais vers des caractéristiques faiblement basées sur les nouvelles technologies, diversifiées, lait de qualité différenciée, marché local et extensif. Donc, cette dimension 2, ça reste très technique, mais a vraiment permis de voir qu'il y a au sein du secteur agricole 2 modèles très différents qui apparaissent. On peut le ressentir dans les tendances. C'est vrai qu'on peut le ressentir. Un modèle de ferme idéale du futur qui va produire pour le marché global du lait de qualité standard avec une main-d'œuvre salariale, un mode de production intensif spécialisé. Et on a de l'autre côté un modèle de ferme idéale du futur pour un marché local, extensif, production des activités diversifiées, un lait de qualité différenciée et faiblement basé sur les nouvelles technologies. Mais alors, plutôt que de faire en fait des groupes, toi tu es plutôt comme ça et toi tu es plutôt comme ça, j'ai décidé de travailler avec un gradient. Parce que finalement, ce que j'ai remarqué, vous le verrez après, c'est que les producteurs, eh bien, ils ne se répartissent pas tous ici ou tous ici. Ils se répartissent vraiment le long de ce gradient. Donc, on n'est pas ça ou ça, on va vers un système ou on va vers un autre. On considère un système plus idéal ou non. Donc, on a ici un gradient entre 2 modèles bien extrêmes, le modèle que j'ai appelé GBI, Global Base Intensive, et le modèle LBE, Local Base Extensive. Mais j'ai bien considéré un gradient entre ces 2 extrêmes. Alors donc, cette tendance, vous le savez, on le ressent dans le secteur agricole, on ressent qu'il y a cette tendance, mais ma thèse a permis en fait de quantifier le nombre de producteurs qui se projettent vers un système ou l'autre. Ce n'est pas juste dire il y a ça dans la réalité, c'est il y a autant de pourcents qui vont vers ça, autant de pourcents. Et ça permet de savoir vers quoi on va dans le secteur agricole, dans quelle proportion. Alors, justement, eh bien, en 2014-2015, donc ici, ce sont les producteurs, eh bien, on avait davantage de producteurs qui tendaient vers le modèle GBI. En 2014-2015, on a moins de producteurs qui tendent vers le modèle LBE. Et qu'est-ce qui se passe en 2020? Comment cette répartition des producteurs le long de ce gradient évolue? Eh bien, la tendance part vers le modèle LBE. On a moins de producteurs qui considèrent le modèle GBI comme idéal et on a davantage de producteurs qui considèrent le modèle LBE. Donc, en 5 ans, on a vraiment un changement de vision de la majorité des producteurs dans le secteur agricole. Alors, certainement, c'est mon échantillon, mais c'est un échantillon quand même de 6% en région wallonne. Et c'est un échantillon représentatif qui permet de tirer des conclusions pour la population totale. Voilà. Donc, voilà
j'ai pu trouver sur la ferme idéale du futur, en 2014-2015, plutôt on va vers un modèle GBI, l'idée change en 2020, on va plutôt vers un modèle LBE. Alors maintenant, eh bien, quelles sont les causes de toutes ces stratégies du passé proche, envisagées à court terme, mais aussi les stratégies considérées à long terme dans un futur idéal? Alors, j'ai étudié l'ensemble de ces causes grâce à cette structure. Donc, les causes, je les ai réparties entre les ressources que les producteurs laitiers ont à leur disposition, comment elles influencent leur volonté d'aller vers un système ou l'autre, les producteurs, la mentalité des producteurs, ce que le producteur a dans sa tête, juste sa manière de réfléchir, et finalement le cadre dans lequel il est. Donc, le cadre, c'est finalement sur quoi le producteur ne peut pas influencer. Il est dans un cadre, il est dans une société donnée, il est dans un système politique donné, dans l'Union européenne, dans un pays donné, et donc il fait avec le cadre. Mais comment il fait avec le cadre et comment ce cadre a influencé les stratégies des producteurs? Alors, allons-y, partons à la découverte donc, de toutes ces causes qui ont influencé la ferme idéale du futur. Alors, d'abord, allons vers les ressources. Donc, je vous rappelle ici voilà, le fameux gradient, le gradient entre le modèle LBE et le modèle GBI. Donc, les producteurs se répartissent le long de ces gradients, plutôt vers un modèle LBE, pour rappel, extensif, diversifié, faiblement basé sur les nouvelles technologies, gestion par des managers ou un agriculteur indépendant. Les deux se retrouvent dans le modèle LBE par une main-d'œuvre familiale pour un marché local, production de qualité différenciée. Le modèle GBI, c'est une ferme intensive, spécialisée, fortement basée sur les nouvelles technologies, aussi à la fois gérée par des managers ou un agriculteur indépendant, il n'y a pas un choix, main-d'œuvre salariale ou familiale, pour un marché global, production de lait standard. Et alors, comment j'ai fait pour étudier les relations entre ma position sur le gradient et les différentes causes que j'avais? Alors, les différentes causes, soit c'était des variables quantitatives, donc c'est par exemple le nombre d'hectares que j'ai, c'est une quantité. Bien, j'ai regardé des corrélations. Donc, juste une corrélation, c'est un chiffre entre 0 et 1. Plus c'est proche de 1, plus il y a une relation. Plus c'est proche de 0, moins il y a une relation. Et ensuite, pour tout ce qui est variable qualitative, eh bien, par exemple, la province est une variable qualitative. Est-ce que le fait que j'habite dans le Brabant wallon ou au Luxembourg, est-ce que ça influence mon choix de ferme idéale du futur? Eh bien, j'ai fait des modèles linéaires généralisés. Bref, je sais voir si j'ai des différences significatives de position des producteurs du Brabant wallon par rapport aux producteurs du Luxembourg. Je sais voir si le Brabant wallon a un avis différent du Luxembourg. Alors, allons-y. Les ressources. Donc, les ressources qu'il y a sur l'exploitation. Eh bien, j'ai pu observer que les producteurs qui tendent vers un modèle GBI ont davantage d'hectares sur leur exploitation, ils ont davantage de lait produit, ils ont davantage de vaches, enfin un troupeau plus important également, et ils ont davantage de pourcentage de maïs en silage dans leur parcellaire. Mais qu'est-ce que j'ai pu également voir, c'est qu'ils n'ont pas plus de prairies d'un côté ou de l'autre, donc le même pourcentage de prairies dans le parcellaire. J'ai pu également voir que les différentes provinces, qui représentent quand même des régions pédoclimatiques différentes, eh bien, ça n'influençait pas non plus. Donc, on pouvait être autant LBE et GBI dans le Brabant wallon, dans le Luxembourg, Liège, Namur et dans le Hainaut. Donc, toutes ces conclusions, elles m'ont permis de dire quoi? Ben, certes, les ressources que j'ai vont un peu influencer le modèle vers lequel je vais, mais ce n'est pas la plus grande part explicative, parce que finalement, mes corrélations, si vous avez bien vu, elles ne sont pas si élevées que ça, elles ne dépassent pas 0,5. Or, je dois aller tout près de 1 si je veux voir que c'est lié. Et en plus, j'ai des variables de ressources, donc ma région pédoclimatique, ma prairie, qui, eux, ne vont pas influencer ma position sur le gradient entre LBE et GBI. Donc, cette conclusion, elles m'ont amené à dire quoi? Eh bien, finalement, les ressources que j'ai influencent, mais peu. Les ressources que j'ai, donc pour des mêmes ressources, je peux avoir des idées différentes. Et donc, ça met en évidence toute l'importance du producteur qui travaille sur ces ressources, sur la ferme idéale du futur. Donc, il ne faut pas se dire, j'ai des ressources, je suis bloqué dans un système. Non. Dans la Wallonie, on a des producteurs avec les mêmes ressources qui partent vers des directions différentes. Alors, justement, étudions le producteur. Donc, le type et la quantité de ressources influencent, mais vraiment pas de manière importante.
Alors, les producteurs, donc, comment je vais étudier la mentalité des producteurs, mais comment ils considèrent leurs ressources, comment ils considèrent les autres producteurs et comment ils considèrent le cadre. Alors, les producteurs, donc par rapport à leurs ressources, eh bien, par exemple, les producteurs tendant vers le modèle LBE, par rapport à la production, à l'investissement, eh bien, le producteur LBE, il a eu tendance à diminuer ou faire un statu quo de la production depuis 5 ans, alors que les producteurs GBI, ils ont eu tendance à plus investir dans les terres agricoles ou faire d'autres investissements depuis 2009 et prévu dans les 5 ans. Ils ont eu tendance à augmenter leur production depuis 5 ans. Ils sont plutôt du genre « j'investis, je m'agrandis ». Donc, deux mentalités différentes par rapport aux ressources de l'exploitation. Alors, par rapport à d'autres sources comme la diversification, la valorisation alternative, la diversification des activités, eh bien, les producteurs LBE étaient davantage à dire « j'ai mis en place, j'ai prévu à court terme, je développe, si c'est soutenu, ce genre d'activité. J'y vois des avantages, plus de valeur ajoutée, de l'autonomie, un lien avec le consommateur. Ils y voient également les freins. Quels freins? Eh bien, la hauteur des investissements, les contraintes sanitaires, ou ils ne voient aucun frein. Ils sont davantage à dire « moi, je ne vois aucun frein à tout ça ». Alors que les producteurs GBI sont davantage à dire « je ne développe aucune autre activité, même si c'est soutenu. Je veux rester seulement dans mon activité laitière, même si on venait me donner de l'argent pour faire autre chose. Je n'y vois aucun avantage. » Et alors, quand même, il y a un frein qui est plus ressorti chez les producteurs GBI, c'est la peur de la non-fidélité du consommateur. Donc, c'était un manque de confiance dans les consommateurs qui, finalement, ferme cette idée chez les producteurs GBI. Alors, ensuite, par rapport à une autre source, la race du troupeau, les producteurs LBE étaient davantage à dire race mixte sur mon exploitation. Les producteurs GBI étaient davantage à dire moi, je veux un troupeau monorace pour une gestion homogène. Et finalement, par rapport à la technologie, eh bien, les producteurs GBI étaient davantage à dire la mécanisation et la robotisation sont une aide pour la charge de travail. Ils vont utiliser ça, eux, pour la suite. Alors, voilà pour la considération des producteurs laitiers de leurs ressources. Donc, on voit que par rapport à l'investissement, l'agrandissement, la valorisation alternative, la diversification, la mécanisation, la robotisation, la race du troupeau, il y a des idées différentes pour les producteurs LBE et GBI. Alors, par rapport aux autres producteurs, eh bien, les producteurs LBE étaient davantage à dire, je vois des avantages fiscaux, administratifs pour le développement d'un projet commun et pour la commercialisation des produits à la coopération. Donc, ils sont plutôt portés sur la coopération, ils y voient plus d'avantages, ce n'est pas cité par les producteurs GBI. Donc, davantage de coopération du côté de ceux qui considèrent la ferme LBE comme idéale. Et finalement, par rapport au cadre dans lequel ils sont, alors par rapport à la société, eh bien, les producteurs LBE sont davantage à dire qu'il est important de répondre aux attentes de la société. Par rapport au cadre économique et politique dans lequel ils évoluent, eh bien, les producteurs LBE étaient davantage à dire je n'ai pas de difficulté par rapport à l'incertitude économique des intrants, donc il semble qu'ils ont plus développé une certaine autonomie sur leur exploitation. Les contrats signifient plus d'intégration laiterie, donc ils n'aiment pas trop le fait d'être liés, ils aiment rester indépendants. J'ai diminué ou gardé constant ma production pendant les crises et la taille de la laiterie idéale est petite ou moyenne. Alors que les producteurs GBI, c'est davantage à dire la fin des quotas signifie plus de flexibilité au niveau du volume, j'ai augmenté ma production pendant les crises et la taille de la laiterie idéale est grande. Donc, c'est plus de producteurs qui veulent saisir les opportunités de la fin du quota. On augmente quand c'est le moment des crises et je veux travailler avec les laiteries les plus grandes, les plus compétitives possibles. Voilà par rapport à la considération des producteurs par rapport à leurs concitoyens et par rapport au cadre économique et politique. Alors maintenant, parlons du fameux cadre dans lequel les producteurs laitiers sont. Alors, tout d'abord, on peut voir que les crises 2012 et 2016 ont eu un impact sur la stratégie des producteurs. Je vous rappelle, donc, un quart des producteurs en 2012, ils arrêtent et ils diminuent leur intensification. En 2016, on a une grosse crise. Eh bien, on voit que les résultats au niveau de l'augmentation de production change, donc 40% en 2014-2015, 25% en 2020. Mais également, au niveau du positionnement sur le gradient ferme idéal du futur, on a davantage de GBI en 2014-2015, on part vers davantage de LBE en 2020. Donc, les crises ont influencé les stratégies des producteurs. Alors ensuite, lorsqu'on est en 2014-2015, on savait que la fin des quotas était imminente, on savait que ça allait arriver. Et qu'est-ce que ça provoque? Ça provoque pour 40% des producteurs, je veux augmenter ma production. Ça provoque pour la majorité des producteurs, pour moi, la ferme idéale du futur, c'est partir vers de l'intensif du spécialisé. Donc, une annonce de décision politique, ça influence également.
Et finalement, quand on vit 5 ans de marché libre, ça influence quoi? La crise de 2016 a influencé ce changement de stratégie, mais le fait de vivre dans cette incertitude, ça change également les mentalités auprès des producteurs. On veut moins augmenter, on part vers un modèle plutôt LBE dans le secteur. Alors donc, voir l'évolution du cadre au cours du temps, ça permet de voir l'effet du cadre sur les producteurs laitiers, mais également aller voir un autre cadre, ça permet de voir comment les décisions politiques influencent des producteurs laitiers. Donc, j'ai été étudier un autre cadre, c'est celui du Québec. Alors, du Canada, j'ai pris la province du Québec. Donc, sans entrer dans les détails, plutôt pour vous faire comprendre les principes au Canada, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un droit à produire, donc il faut payer pour produire. Bon, je vais donner un chiffre pour avoir une idée, mais c'est un peu plus compliqué que ça, mais ça revient à 16 000 € pour produire, pour avoir une vache en plus sur son exploitation, une vache moyenne en plus sur son exploitation, pour la production de cette vache. Mais on a un prix stable, garanti sur l'année et plus élevé que dans le reste du monde. Vraiment plus élevé que dans le reste du monde, je peux vous le garantir. Et donc, j'ai été poser les 7 questions de ferme idéale du futur. Donc, elles avaient été posées aux producteurs wallons. J'ai été les poser aux producteurs québécois pour voir si eux, peut-être qu'ils envisagent différemment la ferme idéale du futur. Alors, donc, les 7 questions dans les 2 régions du monde. Eh bien, par exemple, intensif, eh bien, c'était le choix de 26% des... Excusez-moi, mais voilà, de 25% des producteurs laitiers wallons pour la ferme idéale du futur, mais de 63% des producteurs québécois. Alors, certes, ils sont 62, c'est un échantillon plus petit, mais ça donne une idée. On a quand même un pourcentage significativement différent entre les deux. J'ai fait une analyse statistique pour le voir. À partir de 62, on peut déjà dire, vraiment, on a des proportions différentes entre les 2 régions du monde. Alors ensuite, au niveau des technologies, eh bien 40% des producteurs wallons considéraient ça comme idéal, alors que 62% des producteurs québécois le considèrent comme idéal. Ils sont beaucoup plus portés sur la technologie. Par rapport à la main-d'œuvre salariale, c'est la main-d'œuvre idéale du futur pour 9% des producteurs laitiers wallons, pour 24% des producteurs québécois. En tout cas, rester avec, parce que j'ai beaucoup discuté avec eux, pour la plupart, c'était rester avec une famille au départ, mais prendre des salariés, c'est faisable. Et alors, au niveau de la manière de valoriser, alors le fait, il faut ce système de droit à produire et de prix stable, etc., ça entraîne aussi qu'en fait, les Québécois boivent le lait québécois. Voilà, on est sur une gestion de l'offre, c'est une gestion de l'offre. Les producteurs québécois ont besoin plus ou moins de ça. Eh bien, on donne le droit à produire aux différents producteurs québécois pour remplir cette demande. Donc, c'est considéré comme du local. Eh bien, 97% des producteurs québécois considèrent que c'est l'idéal. Donc, ça veut dire qu'il y a une grande adhésion des producteurs québécois à leur système. Ils sont convaincus par le système, ils veulent le garder. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai pu tirer comme conclusion assez générale là-dessus? Eh bien, c'est que toutes des stratégies qui demandent des coûts, donc l'intensification, des technologies, le salarié, c'est beaucoup plus envisagé au Québec qu'en Wallonie. Peut-être parce que le prix est plus haut et alors on considère beaucoup plus des stratégies qui génèrent des coûts. Mais c'était assez impressionnant l'adhésion des producteurs québécois à leur système. D'ailleurs, quand on leur demandait, oui, mais est-ce que vous voudriez ouvrir au marché mondial? Est-ce que ça vous dirait de partir comme l'Europe à la recherche de différents marchés dans le monde? Ils étaient vraiment opposés à ça. Non, 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 on ne part pas sur le marché mondial. Voilà pour le cadre. Donc, on peut voir que les crises, l'annonce d'une décision politique, le vécu d'un marché libre, un autre cadre, une régulation très forte comme au Québec, eh bien, ça influence l'idée que les producteurs ont de la ferme idéale du futur. Voilà pour l'ensemble des déterminants socio-économiques que j'ai pu identifier comme influençant donc les stratégies des producteurs laitiers. Alors maintenant, quelques éléments de durabilité. Donc la durabilité, vous le savez, il y a la durabilité environnementale, sociale, économique. Et c'est grâce à la méthode des indicateurs de durabilité des exploitations agricoles, IDEA, qu'avec certains résultats de ma thèse, j'ai pu dire, tiens, tel modèle est plus durable que l'autre. C'est loin d'être, c'est vraiment pas un objectif d'être exhaustif ici. J'avais des informations de durabilité, je me suis dit, je vais les présenter, je vais les mettre dans ma thèse parce que c'est toujours intéressant. Mais ça ne tire pas des conclusions définitives sur la durabilité, certainement pas. Ça donne des impressions, ça donne des idées de durabilité.
Alors, au niveau de la durabilité environnementale, donc ici, vous avez à chaque fois des toiles d'araignée. Et donc, plus je vais vers l'extérieur, plus je suis durable, plus ça montre que je suis durable. Donc, au final, quand on regarde toutes les caractéristiques, eh bien, plus la surface est grande, eh bien, plus je suis durable environnementalement. Alors, dans mes enquêtes, j'avais des questions par rapport aux mesures, à des pratiques environnementales. Les MAEC, des pratiques liées à l'analyse du fumier, des fourrages conservés, des fourrages verts, détermination floristique. Eh bien, on ne voit pas de différence pour les producteurs qui vont vers un modèle LBE et GBI. Ils font de la même manière ça. Par contre, la mesure de la hauteur d'herbe, l'utilisation des mélanges avec légumineuses pour la production de fourrage, la tenue d'un carnet de champ, c'est beaucoup plus réalisé par des producteurs LBE. Et les effluents d'élevage, c'est beaucoup plus une contrainte pour les producteurs GBI. Donc, à première vue, quand même un peu plus pour l'environnement du côté LBE et un peu moins pour GBI par rapport à cette contrainte effluent d'élevage. Alors, il y avait également des informations comme, des questions, on leur posait, est-ce qu'il est facile de répondre aux attentes de la société concernant les pratiques respectueuses dans l'environnement, l'entretien du paysage et du territoire? Eh bien, c'est beaucoup plus des producteurs LBE qui répondaient positivement à ces questions. Ils étaient beaucoup plus également à dire que l'agriculture avait un rôle important pour la conservation des pâturages permanents, pour la biodiversité, pour la plantation et le maintien des haies. Donc, ce qui rend les producteurs LBE un peu plus durables environnementalement quand on voit ces réponses. Ensuite, on s'est posé la question, mais finalement, est-ce que ce n'est pas le type de question qui nous fait dire, mais tiens, les producteurs LBE sont plus pour l'environnement, la durabilité environnementale que les GBI? Peut-être qu'on n'a pas posé toutes les questions. Donc, en 2020, on a posé des questions relatives aux installations technologiques pour l'environnement. Et bien là, les producteurs GBI sont beaucoup plus portés pour ces installations technologiques que les producteurs LBE. Les producteurs LBE ils vont plutôt aller vers des mesures agro-environnementales, les producteurs GBI vont plutôt aller vers des installations technologiques pour l'environnement. Donc, il y a un souhait des deux parts de faire quelque chose pour l'environnement, mais ils vont le faire différemment. Alors, par rapport à la durabilité sociale, eh bien, selon la méthode de l'IDEA, être extensif, diversifié, faire pour un marché local, une production de qualité différenciée, c'est être durable socialement. Par contre, être durable socialement, c'est également contribuer à l'équilibre alimentaire mondial, et ça, c'est plutôt les producteurs GBI qui vont pouvoir répondre à cet équilibre alimentaire mondial. Ensuite, il y avait des questions dans l'enquête. Est-ce qu'il est important de répondre aux attentes de la société d'un point de vue financier? Est-ce que l'agriculture est importante pour le caractère rural des villages? C'est plutôt les producteurs LBE qui disaient oui, c'est important. Alors, il y a également eu une analyse sur la qualité de vie dans ces deux modèles. Plutôt, là, ce n'était pas spécialement sur les producteurs LBE et GBI, mais plutôt est-ce qu'ils sont intensifs ou extensifs? Eh bien, la qualité de vie, de manière générale, n'était pas significativement différente en fonction des deux modèles. Par contre, lorsqu'on leur demandait la perception de l'agriculture par la société est décourageante, eh bien, c'était quelque chose qui était beaucoup plus cité par des producteurs intensifs. Alors, lorsque des agriculteurs avaient plusieurs activités, étaient mixtes, eh bien, on les assimilait donc plus à un modèle LBE, puisque ce sont des producteurs diversifiés, eh bien, ils avaient moins confiance en l'avenir. Et ils étaient davantage à dire « je me sens coincé dans mon travail, les conditions économiques ne me permettent pas de réaliser ma vision d'entreprise ». Donc, des producteurs qui ont plusieurs activités étaient davantage à dire ça. Comme quoi, la diversification des activités, attention, parce que cela semble un peu impacter la qualité de vie des producteurs. Et finalement, lorsqu'on va demander à la société, donc, comme j'étais doctorante à la faculté de Jean Blou et que je donnais des travaux pratiques aux étudiants, eh bien, je leur ai posé les 7 questions, intensif, extensif, spécialisé, diversifié. Je leur ai dit, c'est quoi la ferme idéale du futur selon vous? Eh bien, les étudiants bio-ingénieurs étaient beaucoup plus portés pour le modèle LBE que pour le modèle GBI. Alors, lorsqu'on regarde l'enquête de la PAC-W en 2019, on peut voir que si les critères local, équitable, durable sont des critères positifs pour l'achat, c'est quand même les critères durée, de conservation, du prix qui sont les caractères prédominants. Et ça, c'est plutôt des producteurs GBI qui vont pouvoir répondre à ces demandes de consommateurs au niveau du prix et du conditionnement. Et Wagralim disait la même chose. C'est vraiment les mêmes conclusions qui ressortaient. Donc, d'un point de vue social, voilà, le modèle LBE semble plus durable socialement, mais quand on regarde par rapport à ce que les consommateurs sont prêts à acheter, eh bien, ça reste quand même encore une majorité de consommateurs qui vont vers le meilleur prix et le meilleur conditionnement.
Alors finalement, la durabilité économique. Alors, selon la méthode de l'IDEA, être diversifié, c'est plus durable d'un point de vue économique parce que si une production va moins bien, l'autre compense et ça permet de garder un revenu stable. Alors, j'ai également étudié la différence de marge brute entre un système extensif et intensif. Donc là, j'ai vraiment étudié que la caractéristique intensif et extensif à partir des bases de données technico-économiques des LBO grâce à mon fameux index d'intensification. Et donc, c'est quoi la marge brute par vache traite? C'est la valeur de la production brute moins les charges variables, juste les charges variables. Donc, le lait, la viande, moins les coûts variables, ça nous donne la marge. Et en effet, elle est différente. Donc ça, c'est une petite p-valeur, pas besoin de s'intéresser à ce chiffre-là, mais elle est significativement différente entre les producteurs intensifs et extensifs. Donc, ça veut dire que les producteurs intensifs ont une marge brute par vache traite plus élevée. Mais j'ai également regardé le revenu, parce que finalement, c'est ce qui arrive dans la poche du producteur qui est plus important. Alors, le revenu, c'est la marge, mais on enlève également les charges fixes. Eh bien là, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien que c'est sur une moyenne sur 5 ans, eh bien, le revenu peut être aussi élevé. Il n'y a pas de différence significative pour des producteurs extensifs et intensifs. Donc voilà, ça sort une conclusion. On pourrait dire un modèle intensif, plus de production, forcément plus de revenus. Eh bien, ce n'était pas aussi clair que ça. Je n'avais pas de différence significative sur une moyenne sur 5 ans. Par contre, ce que j'ai vu, c'est qu'au sein d'un même modèle, extensif ou intensif, il y a une grande variabilité. Donc, au sein de son modèle, on peut faire énormément d'efforts pour devenir le meilleur de sa classe et avoir le meilleur. Voilà pour la durabilité économique. Alors, je vous ai présenté tous mes résultats. Selon cette trame, un ensemble de déterminants socio-économiques ont abouti à différentes stratégies dans un passé proche, dans un futur proche, un futur à long terme, qui ont différentes durabilités. Mais quel est le take-home message? Qu'est-ce que vous devez retenir de tout ça par rapport à tous ces résultats? Mais c'est qu'au niveau des stratégies, la ferme du futur, elle est plurielle en tout cas. Il y a différentes stratégies envisagées et je vous ai montré des proportions. Actuellement, on est plutôt vers un secteur agricole, majoritairement vers un modèle LBE. Il y a de nombreux déterminants socio-économiques, les ressources, mais surtout la mentalité du producteur, comment il considère ses ressources, comment il considère son cadre. Et le cadre, le changement de cadre, influence également beaucoup la stratégie envisagée. Finalement, au niveau de la durabilité, le LBE semble plus environnemental, mais le GBI veut aussi faire quelque chose pour l'environnement, mais différemment, avec des installations technologiques. Donc, je mets LBE au-dessus de GBI, mais finalement, ça pourrait être égal. D'un point de vue social, le LBE semble avoir plus les caractéristiques également demandées par la société, mais attention à l'acte de consommation du consommateur, à l'acte d'achat du consommateur. Et d'un point de vue économique, on pourrait dire que GBI est meilleur, mais finalement, sur 5 ans, le revenu peut être le même des deux côtés. Alors, bon, voilà, j'ai fait une longue thèse, j'ai eu l'occasion d'enfin donner la parole aux producteurs laitiers, de quantifier des tendances. Quelles sont les perspectives de la thèse? Eh bien, c'est que déjà, j'ai créé des nouveaux indicateurs. J'ai créé un index d'intensification qui permet de parler de l'intensification de manière objective. Donc, ça peut être utilisé sur les bases de données technico-économiques. Ça permet de dire, mais tiens, les producteurs aujourd'hui, ils sont comment? Et donc, de donner des chiffres objectifs aux politiques, à toutes les personnes qui se posent des questions sur l'intensification dans la production laitière. J'ai également créé un gradient de ferme idéale du futur entre deux modèles extrêmes. Alors, il y a 5 ans, on était plutôt du côté GBI. Maintenant, on est plutôt du côté LBE. Où est-ce qu'on sera demain? Donc, ce serait intéressant de, par exemple, tous les 5 ans, un QR code, donc si on belge plein champ, que sais-je, c'est la grille, on demande au producteur un QR code, on répond aux 7 questions et on refait, parce que ça se fait très vite, on refait une très brève analyse. Tiens, où se situent les producteurs laitiers maintenant par rapport à ces deux systèmes? Alors, toutes ces informations, comme je vous l'ai dit, elles permettent de communiquer sur ce que le secteur de la production laitière veut. Communiquer, voilà, je viens de la recherche, j'ai fait un doctorat de 6 ans, aux chercheurs de production animale pour qu'ils sachent ce qu'ils doivent chercher, de quoi ont besoin les producteurs laitiers, mais également aux responsables politiques pour savoir qui ils ont en face d'eux, comment poser les décisions politiques. Parce qu'on l'a vu, les décisions politiques influencent quand même fort les stratégies, mais pas de manière complète. On a quand même encore des producteurs avec certaines mentalités qui vont réagir différemment sur des ressources différentes. Alors voilà, je terminerai en disant merci. Je refais ce merci ici parce que sans tout ceci, je n'aurais pas pu sortir tous ces résultats. Donc, à mon université, Jean-Blanc en biotech, à Eleveo.
qui est présent, je l'ai vu, qui m'ont fourni les données, c'est d'ailleurs Edouard qui m'a envoyé ces bases de données. Également un grand nombre qui sont présents également d'organismes qui m'ont permis de faire passer l'enquête, qui ont fait l'enquête en 2014-2015, qui ont fait le relais par rapport aux producteurs en 2020, mais également l'Université de Laval, l'Actanet, qui m'ont permis d'aller au Québec. Et je termine par un grand merci aux producteurs. On est au Collège des producteurs. Un grand merci à tous les producteurs qui ont répondu à l'enquête, qui ont pris le temps de répondre à l'enquête pour pouvoir éclairer sur l'opinion des producteurs en région wallonne, mais également les confrères québécois. Voilà, un grand merci pour votre attention et je suis très intéressée par toutes vos questions, très disponible pour y répondre. Merci. Voilà, félicitations en tout cas pour la présentation et je crois qu'il y a beaucoup d'enseignements à en tirer quelque part. Et j'ai vu normalement dans les discussions qu'il y avait notamment une question sur, que je partage également. Est-ce que cette étude serait transposable à la Flandre ou à la France? Est-ce que tu as une idée du comportement de ces deux côtés-là? Alors, j'ai pu, parce que dans une thèse, on ne part pas de rien, on va voir d'abord ce que tout le monde a fait et on positionne son travail par rapport à ces différentes tendances. En Flandre, il n'y a pas vraiment d'études qui ont été faites donc voilà, je ne pourrais pas vraiment dire, à partir des différents déterminants que j'ai pu identifier, par exemple, les ressources ne sont pas les mêmes en Flandre, je pense que la mentalité des producteurs n'est pas la même en Flandre, et le cadre, lui, il est quand même assez semblable. On a peut-être des citoyens un peu différents, mais donc, ça pourrait conduire à des stratégies un peu différentes de ce côté-là du pays. Mais voilà, il n'y a pas d'études faites et je dirais quand même qu'on aboutit à des stratégies un peu différentes vu que le contexte n'est pas tout à fait le même. En France, donc eux, ils voient également des tendances comme ça, mais ils ne les quantifient pas comme ici. Donc, ils disent oui, il y a plutôt LBE, il y a plutôt LGBI. Enfin, ils n'utilisent pas ces termes-là parce que moi, je les ai trouvés à partir de ma thèse. Mais oui, voilà, il y a les tendances sans les quantifier. Bon, eux, ils ont des ressources fort différentes en fonction des régions. Donc, on peut voir des autres cas de figure qu'ici. Est-ce que ça ne va pas avoir une influence sur nos producteurs? Parce que si les producteurs du Nord, et on l'a déjà vu les 5 dernières années, ont augmenté de 50%, donc il y a une pression, comme tu l'as dit, sur les marges. Donc, quelque part, à terme, on pourrait avoir une partie de nos producteurs qui arrêtent tellement la marge devient faible, alors que les autres, finalement, qui ont une certaine dimension, pourraient subsister. Je ne sais pas, je pose la question. Tout à fait. Ici, mon but n'est pas de dire quel modèle est bon. Moi, j'ai dit qu'est-ce que les producteurs pensent. Et on voit que si en France, ils ont beaucoup augmenté, en Wallonie, ce n'est plus la stratégie qui est envisagée. Oui, c'est... Est-ce que, du coup, les producteurs laitiers wallons vont utiliser d'autres stratégies pour s'en sortir par rapport aux géants flamands qui produisent de plus en plus? Alors, je vois que Guy voudrait prendre la parole. S'il y a encore des questions d'autres personnes. Oui, moi je voudrais peut-être, bravo pour l'exposé, c'est vraiment très intéressant. Et je ne voudrais pas trop polémiquer finalement entre le GBI et les LBE, mais je me pose quand même des questions parce que comme on a participé quand même à tous les travaux, donc post une nouvelle politique agricole commune sur le plan stratégique, si on veut quand même adhérer vers une architecture plus verte et faire face à l'arrivée du Green Deal, mais c'est clair que rester dans l'optique du GBI, ce sera de plus en plus difficile. Et surtout qu'on a la reconnaissance aussi au niveau européen qu'on est dans un système beaucoup trop intensif et qu'au niveau de la région wallonne, on nous dit qu'on pourrait avoir 0,4 UGB l'hectare. Alors là, moi, je me pose quand même des rudes questions parce que qu'est-ce qu'on fait en tant qu'agriculteur si on veut rester dans un système intensif, hein, si on est GBI et qu'on dit qu'on peut encore avoir 0,4 UGB l'hectare. Moi, j'ai des gros soucis avec ça. C'est vrai que Marc le dit bien, mais on peut avoir vraiment, c'est disproportionné par rapport à la Flandre. Donc, si la Wallonie, on opte tout même vers le bio, on a des aides vraiment drastiques pour aller vers le bio, il faut quand même rester aussi vers une agriculture encore qui est
je pense, nourricière aussi au niveau de l'Europe. On ne peut pas jouer les bobos non plus au niveau wallon, quoi. Merci. Oui, au niveau de la durabilité environnementale, c'est pour ça il faut savoir qu'en fait, la plupart des producteurs veulent faire quelque chose pour l'environnement, mais ils le feront différemment. Et ça doit être pris en compte dans un plan stratégique. Il faut aussi permettre des centrales de biométhanisation, des panneaux photovoltaïques, des récupérateurs de chaleur, parce qu'il y a certains producteurs qui vont plutôt se porter vers ça. Et c'est en ça que savoir ça, c'est super intéressant pour mettre un éventail assez large dans toute l'architecture verte. Ensuite, il faut faire attention, un producteur LBE, il ne faudrait pas l'associer à un bobo. Je pense que c'est encore un pas en plus à faire. Le producteur LBE, il veut toujours produire, mais il veut être extensif, diversifié, faiblement basé sur les nouvelles technologies, pour un marché plutôt local. Alors, dans le local, ce n'était pas forcément moi faire du circuit court, c'était aussi partir vers une laiterie plus locale, etc., et une qualité différenciée, donc le bio, mais aussi d'autres labels. Donc, il ne faut pas faire un amalgame. C'est toujours des gens qui veulent produire, mais dans leur idéal, c'est pas de la façon GBI. Oui, et si je peux peut-être encore ajouter quelque chose, Catherine, c'est qu'au fait, moi je crois aussi qu'à l'avenir, le fait, quand on était sous quota, on était à 3,3 milliards de production, maintenant on est quasi à 5,5 milliards. Et donc, c'est une manière aussi peut-être des GBI d'arriver à avoir des points contraignants pour essayer de produire moins. Et ça, je crois que même la CBL aujourd'hui est demandeuse de pouvoir réguler la production aussi, quoi. Donc, ce serait peut-être une manière aussi de réguler la production et de dire qu'on est arrivé aujourd'hui à un maximum de produire, quoi. Il y a aussi une série de questions dans le chat que je peux lire, si tu le permets, Marc. Donc, Oui, il y a, tu vois, y a-t-il un impact de l'âge de l'exploitant sur le choix LBE, GBI? Non, ça c'est justement, ce n'est pas dans les déterminants. J'aurais dû mettre tous les facteurs qui n'étaient pas déterminants parce que c'est aussi très intéressant, mais là, je ne l'ai pas. Donc, c'est intéressant de se dire que la motivation du jeune ou l'expérience du plus âgé n'influence pas, tiens, je vais plutôt faire un LBE ou GBI. Que les deux modèles, en fait, sont présents, conviennent différemment aux producteurs. Une autre question, c'est en GBI, l'investissement porte-t-il également sur le matériel et observe-t-on une dualité équipement main-d'œuvre? Je ne comprends pas le dualité investissement Dualité main-d'œuvre. équipement main-d'œuvre. Je sais pas, c'est Lise Boulet qui a posé la question. Je sais pas. Je peux peut-être préciser. Oui, bien sûr, Lise. Bonjour. Merci Anne-Catherine pour ta présentation. Je l'ai mis dans le chat, mais du coup, je profite, je te le dis de vive voix, c'est encore mieux. C'était plutôt dans l'idée, bon bah voilà, on sait que c'est des exploitations qui font un choix d'investir un peu plus. Est-ce qu'ils décident d'investir dans de l'équipement avec tout ce qui est robot de traite, ou alors plutôt de se dire, bah, je n'investis pas dans un équipement, mais j'investis dans la main-d'œuvre pour soulager mes conditions de travail? Donc, je parle d'investissement au moment de la durabilité économique, parce que le revenu prend en compte les investissements. Je ne sais pas si c'est à ce moment-là que la question t'est venue, parce que les investissements, non, en fait, le revenu, c'est j'enlève toutes les charges fixes. Et donc, la main-d'œuvre, est-ce qu'elle est reprise? Non, elle n'est pas reprise dans les charges fixes. Donc, c'est plutôt tout ce qui est investissement. Donc, tiens, finalement, mon système pour produire me demande plus d'équipement, plus de matériel. Bien, finalement, au final, du coup, mon revenu est un peu différent. Enfin, ça va un peu diminuer ma marge qui est au départ plus élevée. Au niveau de la main-d'œuvre, on n'a pas vraiment étudié l'effet de la main-d'œuvre, du coût salarial, du coût d'une main-d'œuvre sur les deux modèles. Ok, merci. Je ne sais pas si tu as d'autres questions, parce que j'ai vu que tu en avais posé plusieurs, Lise. S'il y a d'autres choses. Je regarde, hein, parce qu'on en a répondu en partie. Oui, les flamands.
Avez-vous simulé l'évolution des exploitations pour vendre uniquement sur le marché belge ou wallon? Taille, production, nombre? C'était une des questions. Je ne sais pas s'il faut un peu préciser. Oui. Je vais juste relire la question parce qu'il y a plusieurs éléments. Tu veux que je relise ou tu le fais? Donc, avez-vous simulé l'évolution nécessaire des exploitations pour vendre uniquement sur le marché belge ou à long taille production? Non, ce n'était pas un objectif de la thèse. L'objectif vraiment de la thèse, c'était de savoir ce que les producteurs laitiers pensaient, quantifier un peu ces opinions parmi le secteur, mais pas de commencer à faire des projections dans l'avenir de si ça va marcher ou pas d'un point de vue macroéconomique. Ce n'était pas l'objectif de la thèse. Ce serait très intéressant. Ok, alors il y a Frédéric de Haran aussi qui a fait des questions qui veut peut-être préciser, mais il dit quand tu parles de l'intensification, si l'on somme les pourcentages d'évolution linéaire, quadratique ou croissant, Oui. on arrive à un total de 60%, quid des 40% restants? Oui. Mais en fait, ça se répartit dans énormément de tendances différentes. Oui, il y a des tendances, ce serait compliqué à vous expliquer tout ça. C'est vraiment rentrer dans le détail. J'ai pu observer que parfois, on avait une tendance bien marquée avant 2012, genre augmentation, et puis une diminution mais en quadratique. Ou alors parfois, j'ai du quadratique avant 2012, et puis j'ai une diminution linéaire. Donc, ça montre à chaque fois qu'il y a un effet de 2012. Mais ça n'apporte pas beaucoup plus. Et sinon, oui, les producteurs sont assez fort répartis parmi parmi plein de petites tendances qui ne ressortent pas. Voilà. Et tu n'as pas de tendance à la diminution depuis 2012? Ce pattern-là, c'est la diminution. Enfin, depuis 2012, oui, depuis 2012, j'avais cette diminution. Pardon, avant, oui, mais depuis le début, quoi. C'est ce que je voulais dire. Non, ça, c'est pas ressorti. C'est pas ressorti un pattern de diminution constante de l'intensification. Ça, non. D'accord. Alors, une dernière question là de Frédéric encore. Anne-Catherine, maintenant que tu es agricultrice, serais-tu plutôt LBI ou GBE? Pourquoi? Alors, donc c'est LBE ou GBI, attention. La dernière année, donc depuis septembre 2020, je suis revenue sur l'exploitation. Bon, alors voilà, depuis janvier jusqu'à juin, j'ai eu l'opportunité à mi-temps d'aider la région wallonne à élaborer le plan stratégique de la future PAC. Donc, je suis engagée par l'Université de Gembloux pour remplir cette mission. Mais sinon, oui, je suis sur l'exploitation. Ma réflexion a été, donc je n'ai pas donné d'ailleurs la même réponse en septembre 2020. J'avais dit que j'allais plutôt piocher parmi les deux modèles parce que les deux modèles en fait ont leurs opportunités, peuvent répondre selon moi aux enjeux environnementaux, aux enjeux sociaux, aux enjeux économiques. Les deux modèles peuvent le faire. Donc j'allais un peu piocher les deux côtés. Et en fait, si, ça rejoint ce que je pense maintenant. Je pense qu'il faut adapter sa ferme à soi. On est plutôt comme ça, il faut se connaître, savoir ce qu'on a envie de faire, les activités qu'on aime faire, la force qu'on a, on aime bien aller dans les technologies, ou on aime bien faire du pâturage gourmand. Il faut se connaître, il faut connaître un minimum ses ressources, c'est certain, le coût de la terre n'est pas le même partout. Et il faut adapter sa ferme à soi pour avoir une bonne qualité de vie, pour faire du bon travail, pour faire des bons résultats économiques. Moi, je l'ai vu dans les études qualité de vie et même au Québec, j'ai vu plus de gens en fait qui ont une bonne qualité de vie, mais parce qu'ils ont un bon prix du lait. Donc, quand on a des bons revenus, on vit mieux et on travaille mieux. Et j'ai vu plus de gens qui ont une bonne qualité de vie et du coup, leur ferme tournait très bien. Donc voilà, moi je dirais il faut se connaître, il faut aller choisir le bon modèle, connaître ses ressources, connaître ses contraintes. Quand on a des dettes, faire des remboursements effectués, il faut le faire. Et puis choisir en fonction de ça. Et ma réflexion de ma ferme va encore évoluer, mais on peut en reparler. Je pense que ça rejoint peut-être la remarque, la réflexion de Fabienne Dupuis
Je ne sais pas si tu veux, Fabienne, intervenir. Parce Voilà, que donc... En tout cas, il y a des opportunités des deux côtés, donc il faut d'abord se dire, enfin, il y a moyen de réussir des deux côtés, de répondre à tout, donc il faut se dire, mais qu'est-ce que moi je veux faire? Parce que donc Fabienne dit sur la durée d'une carrière passée et future, j'ai plutôt le sentiment que nous naviguons à vue au lieu de mettre en œuvre une stratégie. Donc avec aussi tous les aléas voilà, qui sont incontrôlables, hein, quotas, disparition des quotas, modification du bail à ferme, etc. Tout à fait. Donc, voilà, mais je ne sais pas si Fabienne est là et si elle va intervenir. Je ne sais pas, non, voilà. Elle a laissé son message. Oui, ah oui. Fabienne est là? Non. Elle dit juste à la fin du chat qu'elle ne peut pas parler. Ah oui, c'est ça. Ah ouais. Je dirais que certes, voilà, oui. les changements de politique nous ont influencés et ont créé des nouvelles conditions, mais dès le départ, il y a il y a une diversité de stratégies parmi le secteur. Donc, le cadre influence, mais finalement, par rapport à son historique, par rapport à son cadre, on peut quand même se dire, moi j'ai cette stratégie, je l'adapterai peut-être en fonction de ci ou là, mais je pars quand même vers ça. Voilà, parce que j'ai vu une grande diversité dès le départ dans le secteur agricole. Donc, de manière naïve, on pourrait dire tout est possible. En tout cas, on a une marge de manœuvre. Alors, autant se donner une stratégie dès le départ. Guy, je pense, tu veux encore intervenir ou tu as levé ta main? Absolument. Mais moi, en fait, je me pose la question quand même pour les adhérents des agriculteurs qui iraient vers un modèle GBI. C'est même pas moi qui le dis, hein, c'est notre confrère André Ledur à la fois qui nous dit bien, et il a bien raison, puisque même aux études par rapport à l'Européenne Milborg ou quoi, aujourd'hui, un producteur actif belge, on est le 22e pays qui paye le plus mal le lait. Alors, si on parle vraiment au niveau rémunération, on a quand même un rude souci. Moi, je veux bien être producteur laitier et même dans un système GBI, mais il faut revoir la copie au niveau du paiement du lait de nos laiteries, là, parce que là, on a un rude souci avec ça quand même. Parce qu'on n'a pas, aujourd'hui, ça coûte 31 cents au coût de production, on n'arrive pas à dégager un revenu, et ça, je crois qu'il n'y a personne qui me contredira par rapport à ça. On doit d'abord dégager un revenu, et après, on peut remonter sa production. On doit pouvoir vivre de notre métier. C'est la première cause principale. Merci. Tout à fait. Peut-être que toutes les personnes qui ont répondu GBI n'étaient pas au courant. On était 22e sur ce classement. Mais peut-être qu'ils en sont de plus en plus au courant. Certains que pour moi, ce qui me fait très peur, c'est les producteurs GBI qui se lancent là-dedans, mais du coup qui continuent dans la logique des ciseaux des prix avec des intrants qui ont un prix de plus en plus élevé, le prix du lait qui ne suit pas la même chose. Alors la productivité compense, les primes compensent, mais les primes diminuent, la productivité, on arrive peut-être aussi à un palier, une vache, qu'est-ce qu'elle est capable de produire? Donc, est-ce qu'on ne va pas un peu dans le mur? Est-ce que c'est durable de rester tant que le prix du lait est à ce prix-là? Après, peut-être qu'un travail peut être fait au niveau des filières, un cadre politique plus contraignant pourrait être fait pour assurer un cadre qui permet un meilleur prix du lait, une meilleure répartition des rapports de force entre les différents maillons, etc. Oui. Donc, au niveau du chat, ben voilà, j'ai fini avec les questions qui avaient été écrites. Mais je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions ou remarques ou d'autres personnes présentes. On sent, mais ça a été cité, qu'il y a une pression sur les marges au fur et à mesure qu'on avance d'une année à l'autre. Sur des prix, il est clair. Hein. J'ai le collecteur de ma laiterie qui me dit en Flandre, il y a des endroits, c'est doubler, tripler ou quadrupler la production à certains endroits. Donc ça explose et donc voilà, ça met tout le marché sous pression évidemment. Et donc au niveau de la durabilité, voilà, est-ce qu'on va dans le mur ou pas? On verra parce que bon, c'est de plus en plus, ça peut être critiqué aussi le fait d'exporter, mais il y a du pour, il y a du contre. Et
les normes CO2 qu'on devra respecter d'ici peu au niveau de la PAC, etc., il est évident qu'on va serrer la vis. Et donc là, c'est ce que je disais au début, il y a de plus en plus d'incertitudes qui planent au-dessus de la tête, alors que les moyens qu'on doit mettre sur la table sont de plus en plus importants. Donc, l'encadrement des banques, l'encadrement politique qu'on aura à l'avenir, tout ça jouera et on verra quelque part. Ça reste un métier à risque apparemment. Voilà. Il y a encore d'autres points à l'ordre du jour, Catherine, ou... Catherine a coupé son micro. Ah, voilà. On m'entend maintenant? Oui, voilà. Ouais, voilà. Non, je disais, il y a encore deux personnes qui ont levé la main. André Ledure. Je voulais peut-être tout d'abord, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on t'entend. Oui. Je voulais tout d'abord dire que j'étais vraiment très impressionné par la qualité de l'exposé et du travail. Et ce travail souligne qu'il n'y a pas qu'une seule vérité. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Et par rapport à ce qui a été dit concernant le prix du lait, c'est vrai que les producteurs laitiers ont eu une année 2020 extrêmement difficile pour les raisons que l'on sait, notamment liées à la crise Covid. Et c'est clair que dans le classement des prix payés aux producteurs, on était plutôt plus peloton. Mais depuis le début de 2021, ça s'est quand même bien redressé et on évolue. Donc, il ne faut pas non plus sortir un chiffre et dire, voilà, c'est comme ça, les choses sont immuables et on est toujours les derniers de la classe. Non, on arrive aussi à évoluer et il faut reconnaître que pour le moment, au niveau des prix, on arrive quand même à des niveaux de prix qui sont nettement mieux. C'est jamais totalement satisfaisant. Ce qui n'est pas satisfaisant du tout, c'est le degré d'incertitude que l'on a par rapport au marché et par rapport à l'avenir. Ça, c'est vraiment problématique pour les jeunes et pour tous ceux qui sont dans des phases d'évolution et qui doivent se déterminer par rapport à des choix GBI ou LBE, etc. Donc, savoir quelle orientation donner à son exploitation. Ça, c'est un élément. Par rapport à la production au niveau belge, c'est clair qu'elle a évolué, mais on n'est pas à 5,5 milliards de litres de lait, on est toujours à 4,2 pour le moment, et il semble aussi là qu'il y a un ralentissement de la croissance de la production. Donc on espère qu'on va plus trop augmenter, mais bon voilà, ce sont des éléments qui sont quand même importants à souligner. Voilà. En tout cas, superbe exposé, et il y a énormément d'enseignements à en retirer à tous les niveaux, certainement au niveau syndical, mais aussi au niveau de chacun des producteurs. Voilà. Merci. Donc, Philippe Burny, tu voulais, mais tu n'as pas de micro. Ah, voilà. Oui, voilà. Moi, j'aimerais bien éventuellement savoir quels enseignements on pourrait tirer de l'expérience québécoise, puisqu'Anne-Catherine nous a dit que les prix étaient particulièrement élevés donc, pour le prix du lait, donc payé aux producteurs, mais que c'était surtout, enfin, les Québécois buvaient du lait québécois. Mais par ailleurs, on voit que les producteurs sont surtout orientés vers une intensification de leur production. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement en tirer comme enseignement pour la situation wallonne ou européenne en général? Il y a beaucoup de choses à retirer de l'expérience du Québec, de leurs résultats, mais aussi des discussions que j'ai eues avec eux. Donc déjà, ils sont très convaincus par leur système. Nous, on ne l'est pas du tout. On ne génère pas un bon revenu, on n'est pas d'accord avec le cadre politique dans lequel on est.
enfin, en tout cas, par rapport à ces résultats, eux, ils sont convaincus. Je veux dire, ils doivent payer 16 000 € s'ils veulent une vache en plus qui produit sur l'exploitation. Ils sont contents de le faire parce qu'ils me disaient, sur 8 ans, c'est amorti et après, je gagne très bien ma vie avec cette vache en plus parce que, donc quand j'y suis allée en octobre 2019, le prix du lait était à 50 cents et j'ai converti dollars canadiens, 50 cents, et le prix du bio était à 70 cents, alors que nous, on était à 30 et 50 cents respectivement. Mais du coup, ça pousse un peu l'intensification parce qu'ils n'ont pas du mal à payer leurs factures. Donc, ils ont très facile à se dire, je vais acheter ça en plus, je vais acheter ça en plus et je vais intensifier. Donc, c'est vrai que ça pousse un peu à cela. Et d'ailleurs, je pense qu'ils gagneraient encore plus d'argent s'ils regardaient un peu plus à ça. Mais bon, voilà, comme ils ne sont pas dans une situation de stress, ça va. Par contre, c'est vrai qu'il y en a, c'est un peu à double tranchant parce qu'ils ont un bon prix, donc ça permet à beaucoup d'exploitations de se développer, mais les fermes qui ne se sont pas développées, qui se sont un peu reposées sur leur laurier, elles sont quand même en difficulté. Donc, ça montre qu'il faut toujours rester un peu sur ses aguets, toujours voir comment le contexte évolue, voir comment les intrants augmentent, pas se reposer, toujours réfléchir sa manière de faire. Et quel est l'impact au niveau du nombre d'exploitations? Du nombre d'exploitations, oui. Est-ce qu'il n'est pas en train de diminuer? Je n'ai plus le chiffre, je pense que c'était assez stable quand même. Mais en fait, il y a encore beaucoup d'étables alliées, beaucoup. Ils traient encore en dessous de la vache. Donc, peu de salles de traite, mais alors quand ils changent de les étables alliées, ils passent directement au robot parce qu'ils savent se le payer, parce qu'ils ont une certaine garantie sur. Enfin, ils savent que le prix, enfin, sauf si leur système saute. Mais bon, il faudrait une grosse décision politique à ce niveau-là pour changer ça. Ce serait un encore plus grand tremblement de terre, je pense. Ils n'ont pas peur d'investir sur 20 ans dans une étable. Moi, j'en ai beaucoup, hein, des étapes, 2 robots, l'alimentation robotisée, tout robotisé, hein, tout robotisé. Parce qu'ils savent qu'ils doivent rembourser autant chaque année, mais qu'ils ont un tel prix du lait et que donc ils arriveront à le rembourser. Donc, il y a peut-être des étables alliées qui disparaissent, mais il y en a quand même beaucoup qui se transforment en fermes robotisées. Voilà. C'est vrai que ça, c'est un peu le souci, c'est qu'il y en a, du coup, ils ne sont pas passés à la salle de traite parce qu'ils gagnaient bien leur vie avec 30, 50 vaches. Et donc, ils restaient avec leur étable alliée. Donc, il y a des torts des deux côtés. Mais que j'ai pu observer, sauf ceux qui ne se sont pas remis en question, ceux qui ont fait en fonction des coûts qui changent, etc., qui ont profité de l'opportunité d'avoir un aussi bon prix, c'est des gens qui gagnent bien leur vie. Hein. Et est-ce qu'il doit exporter autant que nous? Parce que, bon, comme notre président nous l'a dit avec son humour habituel, bon, si on vend 1 litre de lait en vente directe, on est content, mais il y a encore tout le reste. Et puis, bon, on a parlé de la Chine aussi. Qu'est-ce qu'il en est au niveau du Québec? Où est-ce qu'ils ont un système de double prix, un prix interne, un prix à l'exportation? Parce que ça pose quand même question au niveau compétitivité. Et quand ils gèrent leur offre, comme ils gèrent leur offre, il y a 7 classes de valorisation de leurs produits, fromage, beurre, lait en bouteille. Ils ont aussi une classe pour l'exportation, mais vraiment qu'ils essayent de réduire. Et de toute façon, comme ils ne lâchent du quota que s'il y a une demande. Donc voilà, le quota ne bouge pas beaucoup. Donc, ils n'ont pas besoin d'exporter si les producteurs ne l'ont pas produit. Par contre, à cause des accords à l'ENA avec l'Europe, leur prix a un petit peu diminué parce qu'ils ont commencé à accepter des fromages européens et donc ça les a impactés. Oui. Ils quand même de reprise d'exploitation. Pardon? Ils n'ont pas de problème de reprise d'exploitation aussi, pour l'installation des jeunes avec des quotas comme ça. Justement, c'est ça qui est difficile chez eux, c'est de racheter du quota. C'est ça. Ça a une valeur. Mais après, un jeune a directement 10 vaches gratuites, on va dire. Enfin, non, allez, ils peuvent avoir plus facilement du quota.
Mais ça commence à poser problème en fait pour les fermes qui se sont robotisées, qui ont beaucoup investi. Et bon, s'il y a 3 enfants, dans 10 ans, comment ils vont répartir, comment ils vont donner la part à chacun. Pas de situation, de solution idéale. Voilà. Voilà, merci. Merci. Mais le prix de la terre est beaucoup moins élevé là-bas. Hein. Le prix augmente, il a doublé sur 10 ans, mais ça reste quand même beaucoup. Ils sont passés de 10 000 € à 20 000 €. Alors, ils trouvaient ça formidable. Je dis, écoutez, en Europe, enfin, voilà. Oui, c'est quand même un changement dans le... Oui. Ok, merci. Il y a encore une question dans le chat par rapport au Québec et en fait au prix du lait au consommateur, en fait. Le consommateur paye-t-il son litre de lait plus cher? Pas tellement. Pas tellement. J'ai été voir dans les magasins et c'était pas tellement plus élevé. Mais alors, il y a aussi un peu une conscientisation. Bon, j'achète mon coca à autant. Pourquoi j'achèterais pas mon lait à autant? Ça vaut la peine. Et vraiment, la société soutient ce système. Parce que au moment où j'y étais, c'était les élections. Et le système de gestion de l'offre était une question dans les élections. Et à part un responsable politique qui voulait le retirer, un candidat, tout le monde voulait le laisser et la société votait pour les gens qui voulaient le laisser. Allez, on sentait cette tendance de soutien de la part de la société. Plusieurs me l'ont dit, le syndicat, etc. me l'ont dit. Alors, il y a encore, enfin, c'est peut-être plutôt un commentaire, mais justement, toujours de Fabienne Dupuis qui peut nous parler que par chat. Mais donc, par rapport en fait aux revenus et au fait qu'ils soient de plus en plus instables et donc voilà, les couples qui travaillent en partie à l'extérieur, ou alors son dernier point que je comprends moins bien, l'insécurité du revenu risque-t-elle de nous faire glisser vers le travail à temps partiel? Je sais pas, bon, à l'extérieur de la ferme ou... Donc, C'est voilà, une forme de diversification. On diversifie peut-être pas les activités de la ferme, mais on diversifie ses activités pour être plus sûr. Certainement. C'est bien possible. La diversification, en tout cas, est envisagée par toute une série de producteurs. Aller jusqu'à faire un temps partiel, oui, peut-être. Et encore une dernière question. La faiblesse de nos prix du lait n'incite-t-il pas aussi à se poser des questions sur le profil de notre industrie laitière? Bon, ça, je ne sais pas si tu as une opinion là-dessus. Ou... Ce que j'ai appris du Canada, et ça m'a un peu frappé, c'est en parlant au syndicat de là-bas, je dis, mais comment l'industrie laitière arrive à s'en sortir? Parce que, enfin, je veux dire, nous, elle ne saurait jamais nous payer ça, sinon elle dit qu'elle est en faillite. Donc, comment ça se fait qu'au Québec, ils y arrivent? En fait, l'industrie laitière aimait beaucoup la stabilité. Le fait qu'ils savaient combien de litres ils allaient devoir gérer, qu'ils savaient le prix qu'ils allaient devoir payer, c'était beaucoup plus facile pour eux. Ils n'aiment pas l'instabilité, ils n'aiment pas ne rien savoir, ne pas savoir comment ils vont vendre, devoir gérer des stocks, etc. Donc, ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt être dans une optique de gagnant-gagnant? Bon, après, il ne faut pas non plus être naïf par rapport à l'industrie laitière, de plutôt se dire, ben voilà, vous aimez avoir une certaine perspective à long terme, enfin à court moyen terme. Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez développer aussi, alors qui permet aussi de nous aussi mieux gérer les volumes, et alors bon, on n'a pas des excédents à vider sur un marché mondial qu'on n'arrive pas à vider à bas prix. Voilà, ça, c'est quelque chose qui m'avait fait beaucoup réfléchir, parce que je me dis, comment c'est faisable. Après, c'est des industries laitières aussi qui étaient souvent mondiales, et donc ils avaient une politique mondialisée là où ils étaient en Europe, et alors ils savaient qu'au Québec, ils devaient travailler autrement. Mais Philippe, tu veux encore intervenir? Philippe Burny? Non, Catherine. Oui, c'est parce que tu as laissé ta main. Ah, j'ai laissé ma main. Voilà. Et André, je pense que tu viens de lever ta main.
Je viens de lever ma main. Oui, je voulais simplement faire une réflexion et poser une question. La réflexion par rapport à l'insécurité de revenus et par rapport à l'obligation d'aller prester, je vais dire, en dehors de son activité de producteur laitier, en dehors de l'exploitation. Je voulais simplement dire ceci, avec l'évolution que certaines exploitations ont connue, il faut quand même prendre en compte la dimension travail. Elle est extrêmement importante, cette dimension travail et tout l'aspect social qui peut en découler également pour les producteurs laitiers. Alors, aller travailler à l'extérieur, c'est certainement pas une solution. Simplement, par rapport à l'insécurité du revenu, ce à quoi il faut être beaucoup plus attentif, c'est par rapport à la taille et au niveau des investissements. Donc là, il faut vraiment inviter à la prudence lorsqu'on est, je veux dire, face à des choix d'investissement et tenir compte de tout l'environnement qu'il peut y avoir. Donc ça, c'est un élément important. Par rapport à l'industrie laitière au Canada, je voulais peut-être poser à Anne-Catherine la question par rapport à l'esprit coopératif. Est-ce qu'on a plus d'industrie laitière de type coopératif ou pas, ce qui ne doit pas poser de problème dans un système qui est contingenté au niveau des volumes, puisque les coopératives, si elles s'engagent à collecter tout le lait de leurs producteurs, elles savent quand même au départ quelle est la quantité que chaque producteur va pouvoir fournir. Donc, est-ce que le système coopératif est plus développé, je veux dire, au niveau de l'industrie laitière que chez nous? Je crois que chez nous, il y a quand même pas mal d'industries laitières qui sont sous forme de coopératives, mais bon, elles ont quand même de plus en plus de mal maintenant, les coopératives, avec l'ouverture du marché vers le marché mondial. Ça crée quand même pas mal de difficultés en termes de gestion des volumes et au-delà en termes d'investissement pour des structures coopératives dans l'industrie laitière. Il y a 2-3 structures de collecte. Je me souviens, c'était ça, puis qui travaillent avec d'autres, ou qui eux-mêmes transforment. Et il y en avait une qui était assez importante et c'était une coopérative. C'était une coopérative. Mais en effet, de toute façon, ils se sont engagés à tout collecter. Et alors, ça, j'ai oublié de préciser, si le producteur produit de trop, il doit rembourser ce qu'il a livré de trop. Ou alors, il doit le savoir un peu à l'avance et il peut faire un don à des œuvres de leurs produits. Et alors, je pense que c'est zéro. Enfin, ils ne gagnent pas, mais voilà, c'est un don. C'est le principe d'un don. Donc, non, pas spécialement plus développé, je dirais, qu'ici. Mais en effet, ils savent quelle production va arriver, donc ils transforment tout et ils savent à quel prix ils vont devoir le payer. Et alors, si je peux ajouter un élément à la réflexion, quand je suis arrivée, c'était un débat justement entre différents candidats sur l'agriculture dans le cadre du mouvement jeune, la relève agricole québécoise. Et alors, ils demandaient, comment ça marchait encore? Oh, c'est dommage, j'ai oublié, pourtant je l'ai gardé longtemps en tête. Oui, pour 100 $, voilà, pour 100 $ produits, quel était le montant de prime? Et alors, il disait qu'au Canada, c'était 4 $ de prime. Voilà, donc ça s'accompagnait de 4 $ de prime hein, de la politique agricole en cours au Canada. Aux États-Unis, c'était 8 $. Et en Europe, c'était 17 $. Et donc, comme quoi, pour les mêmes 100 $ produits, ça demandait beaucoup plus de primes, et on a transformé en euros, etc. Ça demandait beaucoup plus de primes, de contributions de la part du citoyen en Europe. Donc, finalement, ils payent peut-être un peu leur lait un peu plus cher, mais pas tellement, mais ils payent moins de primes. Enfin, ça se résume en moins de primes. Donc, ouais, il y avait aussi cet élément-là à prendre en compte. Guy, tu veux encore intervenir? Oui, si je peux un peu intervenir.
Au fait, j'avais vu un slide dans la présentation d'Anne-Catherine qui disait qu'au fait, à l'intersection de plusieurs cercles, il y avait la durabilité. Et moi, je vais réagir comme un basique, vraiment un agriculteur très basique. Pour moi, la première durabilité, c'est clair, c'est la continuité, parce que c'est synonyme pour moi, durabilité, c'est synonyme, continuité. Et pour moi, continuité, c'est certainement pour avoir des jeunes qui font le métier, quoi. Parce que quand on regarde la pyramide des âges, aujourd'hui, on n'est plus nulle part. Et mon combat, il est certes celui-là. Et maintenant, ben, vous savez peut-être déjà l'énergie que j'ai mis à créer aussi Ferbel avec d'autres copains. J'estime que toutes les structures existantes sont certainement là pour nous aider, ça c'est clair, et on en a besoin. Mais le noyau dur, on doit d'abord trouver chez les fermiers eux-mêmes. Si nous, on n'est pas capable de se structurer en organisation de producteurs pour aller dire on a besoin de ça ou de ça, ben c'est clair qu'on ne va jamais aboutir. C'est hyper important. C'est vrai qu'au niveau politique, pour ça, Dacian Ciolo, c'était très bien, mais je crois qu'aujourd'hui, il y aurait beaucoup plus d'équité si on pouvait arriver à pouvoir négocier beaucoup plus facilement avec les industriels, à tourner quelque chose, une rémunération correcte pour nous. Et quand je le vois ici encore dernièrement, et je pense que le Collège des producteurs devrait peut-être en faire référence aussi parce que c'est quelque chose qui est super, c'est quand même le projet école que notre ministre Boursu a poursuivi. Eh bien là, j'estime que c'est bien. Pourquoi? Parce que s'il y a quand même une structure d'agriculteurs existant, eh bien, ça fait déjà maintenant depuis 2 mois qu'on va dans les écoles et on essaye de faire boire aux gamins de 5-6 ans, de leur faire apprendre ce que c'est que vraiment le lait Ferbel. Et cette connexion-là, on doit peut-être essayer de la garder. Et on est capable, nous les agriculteurs, d'aller livrer nous-mêmes dans les écoles. Pourquoi? Parce qu'on a pu arriver à un moment donné à grouper 500 agriculteurs. Parce que moi, j'estime que ce n'est pas que de produire. L'agriculteur aujourd'hui, il doit certainement être dans le groupe des LBE et prendre conscience de la commercialisation de nos produits. C'est hyper important. Et c'est la seule manière aussi de faire réfléchir tous nos industriels, que ce soit dans n'importe quelle spéculation, si bien les poulets, la viande, n'importe où, de dire que nous, on n'est pas des fournisseurs de matières premières, mais on doit avoir le respect d'un agriculteur. Merci. Si je peux ajouter quelque chose, je pense qu'en plus, il y a une opportunité parce que les grandes surfaces savent que pour une partie de la population, peut-être pas encore la majorité, mais une part significative, prendre un produit local, équitable, qui respecte l'environnement avec un label, ça les intéresse. D'ailleurs, ils font de la pub que là-dessus. Ils utilisent d'ailleurs notre image. Donc, il y a un intérêt à faire une OP, à développer un certain label, en tout cas le prix juste, etc. Et puis aller dire à Deleuze ou autre, hein, j'en prends une comme ça, vous avez besoin de nous parce que votre consommateur achètera notre label, cette production, mais on veut tel prix. Parce que les organisations de producteurs, le problème c'est qu'une OP, bon oui, c'est vrai qu'on est plus fort, c'est certain, mais on est quand même beaucoup de producteurs laitiers en Wallonie, et puis la Wallonie, c'est une petite région dans l'Europe. Donc finalement, on est plus fort, mais on reste quand même pas si fort que ça. Mais si on peut travailler directement en disant, ben, vous avez besoin de nous parce que le consommateur nous veut, et c'est une opportunité aujourd'hui, selon moi, il y a quelque chose à faire. Il y a des places à prendre, mais je crois que c'est les volontaires pour le faire qui manquent beaucoup. Hein, mais il y a le cas d'un voisin, je ne citerai pas de nom, c'est sa belle-mère qui a commencé à faire de la glace et finalement, elle avait vendu pour 20 000 € de glace sur l'année. Donc, il y a moyen et le revenu est vite là, mais ça demande un investissement en temps. Comme tu l'as très bien souligné, quelque part, le lendemain, c'est la qualité de vie qui en pâtit. Mais sinon, le revenu est possible, peut-être pas pour tout le monde, il faut être dans un certain contexte ou le créer, mais c'est possible d'améliorer les choses de ce côté-là. Et ça, j'insiste. J'ai vu que dans certaines comptabilités, il y a plusieurs activités sur la ferme et ces producteurs ont répondu à des questions qualité de vie. Il y en a certains, ils ont une moins bonne qualité de vie. Donc, toujours faire attention avant de se lancer dans d'autres activités. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai l'énergie? Sinon, on va peut-être négliger une autre part. Et ce n'est pas ceux qui avaient forcément les meilleurs résultats économiques, ceux qui étaient le plus diversifiés. Donc, ça a beaucoup d'opportunités de diversification, mais il faut bien la réfléchir. Il ne faut pas en faire de trop.
quitte à trouver un petit associé qui sort de l'école de ciné et qui dit ah ben, je vais faire le fromage de la ferme dans un petit atelier à côté. C'est une sorte de collaboration et là, le type, il va s'engager en plein, ce sera son métier, il fera le fromage de la ferme, mais voilà. Et il amène toute sa main-d'œuvre et toute son énergie le lendemain, quelque part. Oui. Tout ça est à creuser. Hein, oui. Créer un environnement. Et comme on le disait, les incertitudes aussi, un moyen de les balayer sur les investissements un petit peu. Je l'ai proposé plusieurs fois au niveau des banques. Qu'est-ce qu'il y a de plus simple? Au niveau des prêts, c'est sur 15 ou sur 20 ans sur les bâtiments. Eh bien, qu'on ajoute simplement 5 ans aux deux systèmes et pendant 5 ans, tu n'aurais pas de remboursement de capital. Suivant qu'il y a une sécheresse ou une année plus difficile, etc., eh bien, il y aurait un monde de différence au niveau de l'investissement et tu n'aurais pas besoin de prendre d'assurance, etc. Mais voilà, jusqu'à présent, ça n'est pas le cas. Catherine? Ok, mais voilà, il n'y a plus de questions en tout cas dans le chat, donc apparemment plus chez les gens non plus. Donc moi, j'ai pas d'autres divers, donc je sais pas, Marc. Je crois qu'on peut conclure. Hein. Je crois qu'on a tiré beaucoup d'enseignements et ça servira à M. Burnet aussi, puisqu'on doit écrire certaines choses prochainement et je crois qu'on en tirera beaucoup de leçons de ce que tu viens de nous dire et de ton Je peux vous fournir le lien pour la présentation. C'est une présentation Prési, donc je ne sais pas, c'est quelque chose qui existe sur Internet, mais je peux donner le lien pour la visionner. Oui, oui, ce serait bien. Oui. Et alors, ma thèse est disponible. Hein, mais peut-être que tu peux me renvoyer un mail avec les différents liens. Et comme ça, dans le compte-rendu, je peux les mettre si tu es d'accord. Et puis, donc, on va aussi retravailler la vidéo pour que ce soit disponible sur la chaîne YouTube du collège. Comme ça, tout le monde pourra profiter de l'information. Dans ma thèse, lisez la discussion générale. C'est là que tous les résultats sont repris. Parce qu'elle fait 200 pages. Il y a beaucoup d'articles écrits en anglais. Mais alors, j'ai justement fait une discussion générale qui reprend tout et qui resynthétise les éléments différemment, mais tout s'y trouve, toute ma présentation. Donc voilà, ce n'est pas un monstre de 200 pages. Lisez la discussion, vous aurez tout. Voilà, merci à Anne-Catherine particulièrement et merci à tous pour votre présence. Je crois qu'on peut clôturer. Hein.